En fait, il y a un lien entre le gaming et l'entrepreneuriat qui est fou. Les meilleurs entrepreneurs sont des anciens gamers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut avoir ce sentiment quand tu joues à un jeu vidéo, il faut que tu aies le même quand tu développes ta boîte. J'adore dire qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas dans Elon Musk. C'est pour ça qu'il y aura toujours quelqu'un pour ne pas croire en vous. Et j'adore prendre l'exemple d'Elon Musk, parce qu'en fait, si des investisseurs même, des journalistes ou autres ne croient pas dans Elon Musk, la probabilité qu'il y ait des gens qui ne croient pas en vous à votre échelle est quand même assez forte. 90% des VC perdent de l'argent en France parce qu'ils ne communiquent uniquement que sur les valeurs papier. Or, il y a une notion qui s'appelle le DPI. C'est combien d'argent tu as cristallisé, combien de liquidités tu as fait sur tes investissements. Et comme les liquidités sont sur 10, parfois 15 ans, on a du mal à voir, mais tu as beaucoup de fonds très prestigieux que je vais pas nommer, qui n'ont jamais gagné un seul euro en DPI. Feuille blanche. Andrea Bensaïd dans Cash Out et un Cash Out qui démarre comme toujours en musique. Tu peux chanter, hein. Je recommande en vacances. Tu viens de te réveiller. Il y a aussi ce film avec Will Smith, iRobot. Alors Oui. c'est pas Jamin. Bien vu, exactement. Mais je pense que c'est pas Three J'adore. Little Birds. Et le film commence avec une musique Exactement. de Bob Marley, ouais. Alors, j'espère qu'on fera la même audience que iRobot avec toi. Je suis ravi de t'avoir et pour te présenter, je vais pomper un post que tu as envoyé récemment sur LinkedIn en 2013. Il a postulé pour devenir consultant SEO dans un grand groupe français. J'ai été refusé notamment car je ne parlais pas très bien l'anglais. Bref, j'ai décidé de lancer Eskimos, qui est devenue la première société de conseil SEO en Europe. Je n'ai pas beaucoup progressé en anglais depuis. Il avait plus de travail à faire. En 2015, j'ai voulu racheter le premier site de recrutement d'hôtesses en France. Ma banque a refusé de me prêter 1 euro et mon expert comptable m'a fortement déconseillé d'aller au bout. Il a mis all-in en réunissant toute sa trésorerie disponible. Il a fait l'acquisition de la plateforme sur fonds propres à 100%. Aujourd'hui, cette même banque me supplie de faire partie de mon pool de financement pour mon groupe. En 2018, alors que je suppliais les médias de partager l'histoire d'Eskimos, aucun n'a jamais voulu prendre le temps d'écrire un papier sur nous, préférant se consacrer aux startups ayant levé des millions. Maintenant, ça a changé. Mais dans tous les cas, tu as décidé de lancer ton propre média l'année dernière avec Little Big Things, en réunissant des grands noms comme le patron de la BPI, Nicolas Dufour, ou le cofondateur d'Alan et de Mistral, Charles Gorintin. T'es devenu, au mois de décembre dernier, le 3e podcast business le plus écouté en France. Tu cumules plusieurs millions de vues sur YouTube. 90% des sociétés citées à ta place à l'époque n'existent plus. Pour finir, t'as rencontré tous les VC parisiens en 2019 pour lancer une start-up lancée avec 2 amis d'enfance. T'as essuyé 100% de refus et t'as fait face au caractère présomptueux de certains jeunes analystes prépubères. En fait, ça tape beaucoup. Ça fait peur de l'écouter à l'oral. C'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral. J'aurais pu mettre une autre voix. Quand tu regardes ton ordinateur, tu te lâches un peu, mais à l'oral... Et merde. Bref. Tu peux regretter après ce que tu écris. Je m'arrête là, si ce n'est de dire que t'as lancé un fonds aussi, on en parlera tout à l'heure. Tu t'arrêtes donc, Andrea Bensaïd, fondateur d'Eskimos sur Cash Out. Pourtant, contrairement à près ou un peu plus de 100 invités sur Cash Out, toi, t'as pas vendu ta boîte. Pourtant, t'as eu des propositions, mais t'as fait le choix du LBO ou Leverage Buyout. Et donc, avec 2 LBO, tu t'arrêtes à notre micro, Cash Out, que j'ai le plaisir de co-animer avec Simon Jiménez. Ravi de te retrouver, Simon. Merci Thomas. Banquier privé chez Pictet. Que je connais bien par ailleurs, on se connaît depuis longtemps. Anciennement chez Natixis. Eh ben on verra s'il est plus gentil dans ses questions, voilà. Au contraire, un peu plus sharp.
En plus, on a déjà fait une interview. C'est vrai, on a fait une interview ensemble. En plus, c'est pas la première fois qu'on se retrouve autour d'un micro. Mais ils étaient pas roses. Ils étaient pas roses. Mais on avait eu énormément de demandes pour aborder aussi le sujet du LBO, parce que c'est aussi une manière de faire du cash out. Et donc, on va creuser ça ensemble. On se plonge dans le jour du signing, parce que là aussi, il y a un signing. Et pour nous parler de ce moment-là, Andrea, tu as choisi Good Morning. Donc ambiance sereine. Hein. C'est assez doux et mélodique, j'aime bien. A priori, avec ça, tu dois passer une bonne journée. C'est pas trop explosif, c'est pas trop nerveux, c'est un réveil tranquille. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker D's, Rosie Perez, and yeah, it's barely passed. Any and every class, looking at every ad, cheated on every test. I guess this is my dissertation, homie. This shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. Alors je pense que comme moi, beaucoup d'auditeurs de Cash Out se demandent est-ce que la pression est la même quand tu vas pour signer la vente totale de ta boîte que quand tu vas signer ton premier puis ton deuxième LBO? Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que vendre son entreprise, c'est pas lâcher le bébé complètement, parce qu'après j'imagine qu'il y a des earn-out, etc. Mais c'est vrai que le LBO, surtout dans mon cas, où tu gardes la majorité du capital, pour moi, c'est presque comme si ça n'avait rien changé en réalité, parce que je pars du principe que tu es 100% de ta boîte ou 80%. C'est presque la même chose. Donc, c'est totalement différent pour moi. Je pense que ça n'a rien à voir. Et une notion de stress sur le fait que ça signe ou pas, ou pareil, là, c'est tellement baqué avant le jour J qu'il n'y a pas de sujet. Ouais, souvent, je pense que tu signes des promesses en amont qui font que c'est assez loqué le jour. Alors, tu as le signing et le closing. Ouais. Donc, c'est assez rare qu'entre le signing et le closing, il y ait des fonds qui se retirent, parce qu'il y aurait un problème aussi réputationnel, et tu peux aller devant la justice pour ça. Si un fonds signe avec toi un contrat précis et qui se retire avant le closing, tu peux l'attaquer en justice. Et puis même en termes de réputation, le problème c'est que si ça se sait, plus aucun entrepreneur voudra travailler avec ces fonds-là. Donc, Et si en plus Andrea fait un post LinkedIn derrière, attention. Ouais. Mais avant, par contre, ils peuvent simplement décider de se retirer avant le jour du signing. Avant le jour du signing, ça, ils peuvent encore. Et donc, quand tu te réveilles, à date, personne n'a encore signé. Donc, il y a encore cette... Après, globalement, tu fais en général un peu un tour de table. Donc, tu rencontres plein de fonds. Tu parles, par exemple, je sais pas, à 15 fonds au début. Après, t'en gardes que 5 ou 6 pour la dernière ligne droite. Et t'en as quelques-uns qui se démarquent. Et celui qui se démarque, il est vraiment motivé en général. Donc, écoute, moi, j'ai jamais connu ça, mais je pense que ça peut exister. Par exemple, t'as une boîte dans le voyage, t'as pas encore fait le signing et il y a un Covid qui arrive. Je pense qu'il y a peu de chances que tu fasses ton signing malgré tout, ces éléments. Même quand on parle de LBO. Même quand on parle de LBO. Donc t'arrives, comme sur une vente de boîte, tout le monde est autour d'une table, vous faites ça à distance, c'est quoi l'ambiance, il y a qui autour de la table? Alors ce qui est bien, c'est que toutes les parties prenantes aiment encore avoir du physique dans ces moments-là. Donc ils sont tous preneurs, donc souvent le jour du signing, tout le monde vient, en réalité les avocats, les banques parce que tu lèves une dette en même temps, les banquiers d'affaires qui t'ont mis en relation avec les fonds et qui ont organisé un petit peu tout le process, et puis les fonds. Donc c'est marrant parce qu'en fait, plus les tours de table sont gros, plus il y a de monde. Je me rappelle à mon dernier LBO, c'était marrant, il y avait 40 personnes dans la salle. Mais non. Si, 40 personnes, parce qu'en fait, chaque banque ils peuvent venir jusqu'à 3-4. Et en fait, vu que tu as 4-5 banques dans ton pool bancaire, tu as déjà 20-25 banquiers dans la salle, tu vois. Et en fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, il y a énormément de monde. Il y a un côté un peu, je sais pas si on peut dire théâtral ou non, mais ça reste un moment en fait où tu viens signer alors que tu sais déjà tout ce qui va se passer. Donc voilà, il y a un peu de mise en scène, tu fais un petit discours, ça reste un moment sympa de partage malgré tout. Et à la fin, applause et rideau. Exactement, à la fin, il y a alors tout le monde, en général, ils sortent un peu le champagne, c'est coutume de faire ça. La photo.
La petite photo avec tout le monde, la photo sympa, vu que t'es 40 dans une petite salle, un peu comme ça, c'est la photo sympa que tu gardes en souvenir. Charlie. Exactement. Et puis voilà, le petit discours qui est malgré tout important parce que tu remercies tes anciens investisseurs parce qu'ils cèdent leur place aux nouveaux. Donc pour moi, c'est important de les remercier. Et puis voilà, écoute, après, c'est que moi, j'avoue que j'ai pas trop d'importance dans ces moments-là vu que moi, je me considère comme un homme de terrain. J'aime faire du business, j'aime développer ma boîte et tout ce qui est autour ont tendance à moins m'intéresser. Mais ce que j'allais dire, c'est on dirait que tu as fait ce jour-là comme si tu allais chercher ta baguette de pain, mais vraiment. Est-ce que, parce que tu as eu un deuxième LBO, c'est beaucoup de baguette de pain. C'est le deuxième LBO, peut-être le premier LBO, tu t'en rappelles moins, mais c'est quand même une nouvelle opération qui se passe, ça va peut-être changer des choses, tu te dis pas que... J'ai une personnalité assez étrange, c'est que je regarde toujours de l'avant et donc dès quelque chose est terminé dans ma tête, je me concentre un petit peu sur la prochaine étape et donc vu que tout est fait, en fait vu qu'un process ça peut prendre 6 mois, en fait pendant tes 6 mois dedans tous les jours, donc le jour du signing, tu vois, c'est une continuité de ces 6 mois. Mais je t'avoue que ouais, je pense que c'est ma personnalité. Ouais, je passe vite à autre chose, je me projette. Comme tant d'entrepreneurs qui oublient de célébrer. Exactement. Les montants sont publics. Est-ce qu'ils sont publics? C'est une bonne question. Je pense que tu peux retrouver avec les chiffres d'affaires, etc. Mais globalement, c'est toujours un petit peu quand même. Tu vois, tu communiques pas non plus trop. On peut partager des grandes fourchettes sur le premier LBO, le second aussi, voir la différence d'une année. Le premier, c'est 2019, le second, 2020. Là, c'était l'année dernière, donc 2024. Alors en 2019, on en parlera peut-être après, mais il y a pas mal de grands groupes qui ont voulu racheter ma boîte à 100%. Ouais, on en parle après. Je connais bien le format. Voilà, je le connais très bien. Et donc du coup, de là, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Et j'ai choisi plutôt le LBO, ce qui n'était pas forcément facile comme décision. Si on reste sur une approche de montant, et je te demande pas le montant exact, mais ça permettra de projeter en fonction du montant ce que tu as décidé d'en faire pour Eskimos. 2019, vous étiez pas encore, je crois, leader européen. Non, pas encore. Voilà. On y est. On était qu'en France d'ailleurs en 2019. Nouveau LBO 2024. Donc là, on peut aussi se projeter sur les années à venir et donc de nouvelles ambitions. Donc c'est notre manière détournée de parler des montants parce que je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Bien sûr. De voir la trajectoire d'Eskimos et de l'associer à des montants et ce que vous faites de ces montants et comment ça sert d'effet de levier aussi pour la boîte. Bien sûr, et puis je sais qu'il faut jouer le jeu avec les gens qui viennent nous écouter. Le but, c'est de partager de l'information. Ce que je peux te dire, c'est qu'en 2019, j'avais à peu près 29 ans. Et on m'a proposé de racheter ma boîte pour 30 millions d'euros. Donc c'est une offre à laquelle j'ai dit non. Donc ça donne à peu près les valorisations, sachant que quand tu fais un LBO et que tu lèves de la dette, généralement tu as un effet de levier qui va augmenter du coup la valeur de la boîte. Ouais. Donc ça c'était en 2019. On est capable de donner un pourcentage sur la valeur supplémentaire. De combien ça augmente, ça peut être assez important. C'est propre à plein de boîtes. Ça peut être assez important, mais je dirais entre 20 et 50% peut-être. Selon le montant de la dette que tu lèves. Et puis ensuite... Et sur le second sur le second, du coup, 2024, là, j'ai pas communiqué dessus. Mais c'est plus de 100. Ok. Et à chaque fois, tu vas libérer combien de pourcentage de... C'est ça toute la technicité du LBO, c'est que tu peux jamais vraiment retomber sur les chiffres précis vu que c'est des montages un petit peu complexes. Donc, pour te donner un ordre d'idée, j'avais 100% de la boîte en 2019. Et aujourd'hui, en 2024, on a à peu près 80% de la boîte entre moi et mes managers, parce que j'ai associé un peu plus de 40 personnes. Donc voilà, ça te donne un petit peu des ordres d'idées. Et moi, j'ai un peu plus de 70, voilà. Quand tu dis que ça fluctue un peu parce que c'est complexe, est-ce qu'on peut expliquer concrètement comment ça fonctionne un LBO et qu'est-ce qui fait que c'est complexe? Ouais, alors est-ce que je vais réussir à le faire là comme ça en live parce que c'est assez technique. Professeur Simon, sinon. Mais si une boîte par exemple vaut 100 et que tu décides de vendre par exemple 20% de la boîte, si tu fais pas de LBO, 20% de 100 millions, c'est 20 millions. Il reste 80. Ouais. Voilà, il reste 80 du coup. Mais par contre, si tu fais un LBO, tu peux vendre 20%. Toujours, donc c'est 20 millions. Mais en parallèle de ça, tu peux aller lever une dette de 20 millions d'euros en parallèle avec les banques que tu rembourseras plus tard, par exemple sur 5 ans, 7 ans.
Et donc, du coup, pour 20% cédés, au lieu de toucher 20, t'en touches 40. C'est ça le montage LBO. Et donc, du coup, t'as un effet de levier supplémentaire qui fait que tu augmentes les niveaux de cash out. Mais ça, c'est hyper intéressant, les différentes modalités de structuration de session. Il peut se passer des choses avec un stratégique, avec des fonds et LBO, mais peut-être qu'on reviendra plus en détail sur une partie du... Avec grand plaisir. Même émotion sur le premier et sur le deuxième, à savoir neutre. Ouais, c'est bizarre, mais c'est vrai que je suis assez froid avec ces sujets-là. C'est-à-dire que autant il y a des choses qui me font vibrer dans la vie, autant un signing, de la documentation administrative, etc. Moi, j'aime les basiques dans le business. Par exemple, j'aime rencontrer mes clients, j'aime parler de mes nouvelles offres, j'aime innover au sein de ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime travailler dans ma boîte. Mais je t'ai dit, la partie, pour moi, c'est de l'administratif, tout ça. C'est vrai que je suis assez froid par rapport à ça, désolé. Et non, il y a peu d'émotions dans mes signatures de contrat LBO. Eh ben, le sois pas, parce que en même temps, je comprends. Là, en l'occurrence, c'est un papier, c'est un montant, mais c'est ni complètement la fin de l'aventure pour toi. Versus tu cèdes une boîte, tu vas peut-être passer un moment chez ton repreneur avec toutes les questions que ça pose, et puis surtout tu lâches un statut social, un agenda rythmé, quelque chose, une adrénaline que t'as pas effectivement quand t'es sous LBO et qu'en plus t'es majoritaire. C'est vrai. Et puis moi, ma volonté, ce serait même de racheter un jour, donc de faire du cash out à mes actionnaires. On va inverser, pas le cash out de l'entrepreneur, et de me reluer et de me remonter à 100%. Parce que moi, j'en parle souvent dans les podcasts, mais mes modèles, c'est des modèles comme Bernard Arnault, Xavier Niel, etc. Et les entrepreneurs il y a 20 ans, quand ils lançaient des boîtes, leur but, c'est des empires. Ouais, c'est d'avoir des empires et d'avoir la main, d'avoir le capital. C'est vrai que là, ces 20 dernières années, avec la tech, on a vu beaucoup de levées de fonds, etc. Et donc, du coup, c'est un modèle qui allait à l'inverse. Moi, qui m'a jamais trop plu. J'ai toujours eu plus d'admiration pour des entrepreneurs qui avaient des TPE qui faisaient, qui se faisaient 1 million, 1,5 million d'euros par an, qui avaient la majorité de leur boîte, par rapport à des boîtes qui étaient valorisées beaucoup trop, qui avaient des liquides préf. Et d'ailleurs, on l'a vu, qui touchaient zéro. Mais voilà, effectivement. C'est un jeu. Enfin, chacun choisit le jeu dans lequel il veut jouer, et puis des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais il est quand même beaucoup plus risqué, celui de lever beaucoup d'argent par rapport à tout ce qu'on se dit, versus développer sa boîte un peu comme une fourmi au fur et à mesure. Est-ce qu'à l'image d'une levée de fonds, sur le LBO, il y a un sujet de pas se survaloriser? Alors, tu as un sujet, effectivement, faut pas se survaloriser en LBO parce que du coup, ça va nuire au fonctionnement, à l'essence même du LBO qui est le management package. En fait, le management package, c'est une rétribution que va faire le fonds pour tout ce qui est au-dessus d'une valorisation. Donc, on va reprendre l'exemple. Ouais, 100. S'il investit à 100, il te dit, moi, mon objectif, c'est de faire 200. Par contre, tout ce qui est au-dessus de 200, je suis prêt à te lâcher 20% de tout ce qu'il y aura au-dessus. Donc, si tu fais 300, tu auras fait 100 de plus que les 200. Et donc, du coup, il va rétribuer 20 sur ces 100 supplémentaires. Ouais. Donc, 20. Mais donc, si on parle de 20 millions d'euros, c'est 20 millions d'euros qui redonnent, donc ça 100% de management package. Et moi, ensuite, je décide de le donner au sein de mes équipes. Donc, tu as des entrepreneurs, des CEO qui disent, moi, je garde 80% et je donne 20% à mes équipes. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, là, dans le dernier LBO, c'est que j'ai donné 100% à mes équipes. Je leur ai dit, écoutez, j'ai du capital. Par contre, les 20 millions d'euros pour prendre ce schéma-là, je vous les donne. Donc, si vous bossez bien, vous allez devenir multimillionnaire. Et donc, du coup, ça motive aussi les équipes. C'est comme s'ils étaient associés. Et donc, du coup, si tu fais une valorisation trop haute, tu valorises la boîte 200 au lieu de 100 initialement, il va te dire qu'il va redonner du management package à partir de 400. Le problème, c'est que si en fait, tu veux vraiment que 80, par exemple, faut faire x5 pour arriver à 400. C'est possible que tu n'y arrives jamais. Donc, c'est possible qu'il n'y ait jamais de management package. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de management package, ça va pas motiver les gens. Donc, le LBO, le but, c'est de trouver une bonne valorisation de marché. Ou à la fin, ça les frustre. Enfin, ça peut les motiver sur le papier. Ah oui, ça peut même les frustrer. Parce que si tu leur dis, je vais te donner du management package, mais qu'ils le touchent jamais, ils peuvent se dire, tu m'as promis des trucs, je me casse. Donc, l'idée, c'est de travailler de manière intelligente et de faire un management package vraiment équilibré, qui a du sens et qui est raisonnable et qui peut vraiment être touché par les collaborateurs. Parce que si c'est un management package que personne ne touchera jamais, c'est un peu une arnaque au final. Ouais.
Ça peut être utilisé effectivement pour éviter de se faire trop diluer le management package s'il est bien fait. Mais toi, tu as décidé carrément de le donner la totalité à tes équipes. Oui, j'ai donné la totalité à mes équipes. Alors les fonds n'avaient jamais vu ça. Mais j'aime bien faire des choses atypiques, comme le mentionnait le post LinkedIn là dont tu parlais au début du podcast. Et donc voilà. D'ailleurs, il a pas fait un syndicat dans sa boîte, il en a fait 10. Voilà. Je te propose d'enchaîner en revenant en arrière, Back to Future, sur les débuts. J'en parlais avec ton post, mais sur les débuts d'Eskimos. T'en as parlé dans quand même pas mal de formats, donc je te propose, et c'est pas le sujet, qu'on fasse pas 1 heure dessus. J'adore revenir sur cette époque de ma vie. Ouais, parce que c'est intéressant de montrer les gaps, et puis que en vrai on démarre tous de zéro. On sait où on va, mais on n'oublie pas d'où on vient. J'aime bien. Roi de la punchline. Yes. Et on part avec des rois du son, Daft Punk, Veridisco. Je crois que c'est la 3e fois qu'on le passe dans Cachalot. L'une de mes musiques préférées. Et c'est un bonheur. Et alors là, ce qui est pas mal, comme ça va monter progressivement, c'est que tu peux parler par-dessus. Et tu peux même le faire en rythme. Parler par-dessus, d'accord. Challenge. C'était ma musique préférée. Quand j'étais petit, je m'étais acheté 2 premiers CD, parce qu'à l'époque c'était les CD. Et les 2 CD, c'était l'album des Daft Punk. Et le deuxième, c'était... Laurie. C'était pas Laurie, c'était Booba, Lunatic. D'ailleurs, il y a une musique qui viendra après. Non, je l'aurais pas dit si c'était ça. Je l'aurais pas osé. Magnifique. C'est dur de pas aimer cette musique, non ? C'est une folie. C'est possible de pas aimer cette musique en ou fait, pas ? tu peux fermer les yeux et là tu te projettes, tu traverses la ville, tu traverses le temps. Tu pourrais demander à ton audience s'il y en a un qui aime pas cette musique, il le met en commentaire, on voit, parce que c'est possible que ça existe, mais bon. On organisera un droit de réponse. Voilà, droit de réponse. Donc tu viens de nulle part. J'exagère, peut-être, pas complètement. Je viens pas de nulle part. Je viens pas de nulle part parce que j'ai pas commencé dans un garage. Il y a beaucoup de gens qui aiment raconter du storytelling là-dessus. Moi, au contraire, je manquais de rien quand j'étais jeune, j'avais tout. Mais c'est ce qui a fait que j'ai eu de la motivation derrière, parce que j'avais peur de manquer après. Tu sais, quand t'as eu, par exemple, si tu demandais une PlayStation à Noël et que tu l'avais systématiquement, si un jour t'as plus tes parents derrière toi, t'as peur un jour de plus avoir cette PlayStation là, et ça peut créer un moteur. Donc moi j'ai eu un autre moteur. J'ai eu, donc je veux manquer de rien, Je veux manquer de rien, ouais. C'est un peu différent de ce qu'on peut entendre dans les storytelling en ce moment. Non, mais ça donne la niaque. Ce qui est une petite pression quand même, tu vois, quand tu fixes un chiffre, des fois tu y vas pas pour les bonnes raisons, mais n'empêche c'est de l'énergie. Ok, comment ça se construit et puis comment... Pardon, je me laisse ambiancer dans... Non, pas de souci. Mais en fait, j'ai pas de pression moi, dans ce que je fais. Je suis assez tranquille. C'est pour ça que je t'ai mis Jamin de Bob Marley au début, tu vois. Imagine-toi que quand je fais du business, j'écoute du Jamin. Ça a mis les bases. D'ailleurs, je te l'ai pas mis par hasard parce que c'était la musique préférée de mon père. Et il était fan de Bob Marley. Et c'est marrant de dire ça sur un son de Daft Punk, d'ailleurs. Ça montre bien le côté déstructuré que j'ai, mais qui m'empêche pas d'être à la fois déstructuré et organisé dans ce que je fais. Ouais, ou assez complet. Assez complet, assez ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Donc, les débuts d'Eskimos, c'est pas un garage, mais c'est un freelance. C'est un freelance. Alors, je dis toujours, j'ai pas commencé de rien. Par contre, j'ai investi 2000 € dans ma boîte et je n'ai jamais remis un seul euro. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si j'avais commencé avec rien, j'aurais pu lancer cette boîte-là ? Je ne sais pas, je n'aurais jamais la réponse. Mais quand j'ai démarré, je n'avais pas rien. Mais j'avais d'autres moteurs. Il fallait quoi ? Il fallait juste un PC, un laptop... Une connexion Internet. Et ton cerveau. Et mon cerveau et 2000 €. Et c'est pour ça que je suis un passionné d'entrepreneuriat. Je visualise toujours 4 billets de 500. Et je me dis, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est 4 billets de 500.
Je devrais me faire un tableau chez moi, tu sais, où je mets 4 billets de 500. Tu vois, je les mets dans un tableau et je les encadre. Parce que l'entrepreneuriat, t'as une connexion Internet et de l'intelligence et de la résilience. Moi, tu vois, ça va faire 15 ans que je fais du SEO tous les jours. Donc, tu vois, il faut un peu de résilience. Mais derrière, ça peut payer. Tu peux t'offrir plein de choses. Donc, quand je pars en vacances dans un des plus bels hôtels du monde et que je m'écoute Jammine au réveil de Bob Marley, c'est grâce à ça. Et pour le coup, j'ai beaucoup plus réussi. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un petit matelas, on va dire, mais c'était rien par rapport à ce que j'ai construit aujourd'hui. Le matelas, c'est les 2000 € dont tu parles? Non, j'avais un petit peu plus parce qu'en fait... oui, de quoi manger. Alors, j'avais de quoi manger. J'avais hérité d'un appartement. Voilà, donc ce qui me permettait d'avoir un toit sous la tête et du coup de ne pas avoir de loyer et d'un petit peu d'argent. Mais globalement, pas assez pour non plus faire toute une vie, tu vois, mais pas assez non plus pour être dans la misère. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais manqué de rien. Mais par contre, quand tu as ça, ça veut dire que voilà, t'as hérité et donc t'as potentiellement perdu des personnes proches. Et donc du coup, tu vas avoir d'autres moteurs à d'autres endroits. Ouais. Rappelons que c'est pas parce que t'as un toit sur la tête et de quoi manger que tu vas réussir ta boîte, ton projet, normalement, etc. Ouais. Mais je me demande, c'est vrai que si j'avais rien eu, tu vois, avec ces 4 billets de 500, est-ce que j'aurais fait la même chose? Je sais pas, mais en tout cas, un truc qu'on pourra pas me reprocher, c'est que je n'ai pas investi plus que 2000 €. Donc, cet effet de levier sur ces 2000 €, là, pour le coup, je pense que j'ai une légitimité dessus. Parce que là, tu peux le prouver comptablement. Alors, c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une comptabilité, il y a des débits, il y a des crédits, tout est prouvé. C'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, tu peux pas te cacher. Contrairement peut-être au storytelling où tu peux en rajouter, changer, modifier. Là, tu peux pas tricher avec l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est aussi mis sur un piédestal, je pense, l'entrepreneuriat dans nos sociétés. C'est parce que il y a une certaine forme de création et de non-triche. En fait, tu ne peux pas tricher dans l'entrepreneuriat. Soit ça marche, soit ça marche pas. Tu peux tricher sur les posts LinkedIn, mais pas sur les posts LinkedIn, mais pas dans ta compta. Ouais. Donc c'est ça que les gens aiment et c'est pour ça que on met un petit peu sur un piédestal les entrepreneurs parce que si tu as réussi dans ta boîte d'une certaine manière, c'est pas comme dans un jeu vidéo où peut-être tu peux tricher où il y a des codes ou quoi que ce soit. Il y a pas trop de triche dans l'entrepreneuriat. Bon, tu peux pas reset à chaque fois le jeu, mais effectivement, tu peux planter une boîte et en lancer une et finir sur cash out. On a quelques exemples comme ça, Simon. Yes. Et d'ailleurs, j'ai une question. Comment c'est venu le SEO? Parce que je sais pas quel était le marché du SEO il y a une dizaine d'années quand tu as monté Eskimos. Pourquoi cette idée-là? En fait, le SEO, quand j'ai démarré, c'était comme aujourd'hui ce qu'on appelle le GEO. Generative Engine Optimization. Donc pour remonter dans les résultats de recherche sur les ChatGPT. Les LLM, ChatGPT, ouais. Perplexity, etc. Donc il faut se dire, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Personne ne savait comment ça marchait. Moi, ça m'a tout de suite plu. Et en fait, Eskimos est un business rebond. À la base, je suis tombé dans le bain du digital comme tous. Je dis toujours, c'est la génération Club Dorothée. C'est la génération, on est tombé dans le bain du digital et on était passionné par le fait d'avoir un site ouvert 24 heures sur 24, etc. Donc j'ai d'abord lancé un premier site qui n'a pas du tout marché, qui était une plateforme en fait de bien-être à domicile. Et comme là, toujours avec ces 2000 €. C'était le début de la boîte. Là, c'était le début de la boîte, ouais. En gros. Mais en fait, cette boîte-là, non, c'était avant et j'avais plutôt investi 4-5 000 dans celle-là. Et en fait, elle a pas du tout marché. Et là, pour le coup, j'avais plus du tout d'argent pour développer cette boîte. Et du coup, il me restait un seul levier, c'est le SEO. Donc en fait, j'ai commencé à passer des nuits blanches, à travailler le référencement de mon site pour comprendre, pour me référencer premier. Ce site-là n'a jamais marché. Je me suis planté. Mais par contre, quand j'ai fini ce site-là, je me suis dit, maintenant, je suis expert en SEO et que je suis l'un des seuls experts en SEO en France. Je vais passer sur un autre modèle et je vais vendre ces compétences vu que je suis les seuls à les avoir. Et ça a démarré comme ça. Mais c'est un business rebond du coup. Mais ça, c'est parce que t'étais curieux, parce que plein de monde a créé sa boîte, ses sites internet, c'est que t'es allé fouiller et t'as développé, tu t'es dit, il y a un trou dans la raquette, je vais développer ça. J'ai besoin de comprendre. Ouais. Je suis curieux, je suis un énorme geek. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, je jouais aux jeux de stratégie. Je sais pas si vous avez connu les jeux comme Age of Empires ou ce genre de choses, j'adorais ces jeux-là. Tu utilisais les codes ou pas? J'utilisais, non, pas Age of Empires, à vous, pas de storytelling. Il y avait Starcraft incroyable, parce que là, du coup, un peu plus moderne dans la technologie, alors qu'Age of Empires, c'était un peu plus les civilisations d'époque. Et enfin, le Warcraft 3 Frozen Throne,
Alors là, j'ai passé des nuits blanches sur ça. Mais j'adore. Alors mais vraiment, c'est peut-être concours de circonstances, mais ça fait 1 mois qu'on reçoit des tonnes d'entrepreneurs, anciens gamers devenus entrepreneurs ou des gamers qui ont lancé leur boîte autour de ça. Mais il y a que ça. Moi, je vois que ça. En fait, il y a un lien entre le gaming et l'entrepreneuriat qui est fou. Et en fait, les meilleurs entrepreneurs sont des anciens gamers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut avoir ce sentiment quand tu joues à un jeu vidéo, il faut que tu aies le même quand tu développes ta boîte. Donc, ce qu'ils font les gamers, c'est que moi, quand je jouais à Warcraft 3 et que je crée mes bases, j'ai arrêté. C'est une stratégie, mais en fait, c'est un espèce de plaisir de jouer. Ce plaisir de jouer, je l'ai retranscrit dans l'entrepreneuriat. Et il y a énormément d'anciens gamers qui l'ont fait. Et c'est un hack génial parce qu'en fait, après, t'as pas l'impression de travailler, t'as l'impression de jouer. Et quand tu arrives à faire ce twist mental, en fait, vu que tu n'as plus l'impression de travailler, tu comptes plus tes heures et tu es beaucoup plus efficace que les autres parce qu'en fait, tu t'amuses. Donc, vu que tu t'amuses, tu as plus d'énergie et en fait, tu es plus fort que ton concurrent qui est plus dans l'effort. Il y a le plaisir de jouer, mais tu peux jouer. C'est pas ça qui fait que tu gagnes. Pour gagner, il faut comprendre les règles du jeu. Si on reste sur ce parallèle gaming-entrepreneuriat, c'est quoi les règles du jeu que tu as compris de ce métier d'entrepreneur ? Et peut-être a fortiori sur ton marché. Les règles du jeu, bon, il y a les basiques, hein, mais je dirais bien s'entourer déjà, parce que tu passes pas de 1 à 300 personnes si tu n'arrives pas à bien recruter, à t'entourer. Moi, j'ai été assez doué dans un registre, je pense, c'est ma capacité à avoir un bon relationnel avec les gens dans ma boîte, à pas trop mettre d'ego, à bien m'entendre avec eux. Je pense que ça a été une clé, c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg. Mais c'est clé d'arriver dans ta propre boîte et d'être content de voir les gens. Ouais, et en fait, quand t'es content, c'est la base. Tu sais, on parle de liberté de l'entrepreneur. Si t'arrives et que t'as les boules d'être avec ton équipe. C'est la base. Et en fait, il y a un truc pareil dans l'entrepreneuriat sur lequel tu peux pas mentir. C'est que si t'es un con, ça finit toujours par se savoir. Si vraiment t'es un entrepreneur vraiment un peu comme il y en avait il y a 20 ans, macho, qui tapent sur la table, qui sont pas au nouveau code de les nouvelles générations, ça ne marche plus en fait aujourd'hui. Et c'est ça aussi que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que du coup, finalement, être gentil, ça peut vraiment payer. Ça payait peut-être moins à l'époque, mais aujourd'hui, à l'ère de la transparence, du digital, etc. Donc voilà, quand tu tiens ta parole et que t'es bon, avec un grand B, avec tes collaborateurs, tu vas vraiment pouvoir aller chercher de la croissance derrière, je pense. Si on parle justement de cette phase de 1 à 300, entre les deux, il y a plein de marches. Ouais. Je suis toujours curieux et c'est toujours sympa aussi à partager avec les auditeurs, mais c'est les marches sur lesquelles on a buté, sur lesquelles on a trébuché. Parfois, on a peut-être même reculé de 3 marches. C'est quoi les moments un peu durs ou en tout cas des gros learnings que tu as pu vivre? Parce que ça se fait pas juste en un claquement de doigts et trajectoire seulement facile. Je sais pas, j'ai un problème avec mon esprit, c'est que je me rappelle jamais des mauvais moments. Je suis le pire pour cette question-là parce qu'à chaque fois je cherche, j'essaye de baratiner un truc et tout. Mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est vrai que mon cerveau il met de côté. Il met de côté Mais la clé, je sais, c'est que tu écoutes Good Morning tous les matins. Et j'écoute après, Good Morning. Chaque après jour, un petit jamine, ça met dans un bon mood, tu vois. Et donc du coup, je suis désolé parce que j'aimerais pouvoir partager des learnings pour les gens qui nous écoutent, mais j'ai tendance à regarder de l'avant toujours. Et les mauvais moments m'ont appris à développer, à innover, à développer les meilleures choses pour ma boîte. Mais ouais, c'est marrant parce que t'en tires la leçon, que c'est que ça t'a aidé à développer, mais que c'est ça. Mais le contexte des mauvais moments, non. Tu les revois plus. Je les ai squeezés total, ouais. Mais parce que je pense que c'est un bon hack, hein, finalement, ça, non? Comme ça, c'est des mauvaises énergies que tu t'enlèves. Par contre, je me rappelle bien des innovations, des solutions qu'on a trouvées pour ça. Ça m'intéresse. Et ça me passionne. Mais c'est vrai que je t'ai dit, je passe vite au problème suivant, on va dire. Et alors, si on reste sur les innovations, qu'est-ce qui a été marquant et qui a permis d'être décisif dans la croissance d'Eskimos? Alors, le plus gros choix j'ai fait qui va m'emmener, je pense, très loin, c'est le fait d'avoir investi dans la technologie. Aujourd'hui, chez Eskimos, on a une équipe de 15 personnes avec des développeurs, des data scientists qui développent et qui font de la recherche et développement sur les plateformes. Et ça a été un move stratégique assez important parce que du coup, ça m'a demandé d'investir massivement.
dans un univers de services. On peut parler de proportions, tu vois, c'est intéressant de voir là les montants que mettent aujourd'hui les entrepreneurs, parfois même qui cut des activités, enfin qui mettent de côté des activités qui ramènent quand même du cash, mais pour se préparer à ce qui vient aussi et puis garder un temps d'avance sur le secteur. C'est vrai que j'ai pas mal investi là-dedans, donc du coup c'était un choix, faut aller convaincre les investisseurs, convaincre les équipes que c'est la bonne chose. Donc là vraiment on devient dans le rôle du CEO qui a le rôle stratégique de dire la vision, et en fait si tu as la mauvaise vision tu te trompes. Et aujourd'hui tu vois on développe des outils qu'on est les seuls à avoir sur le marché et qui nous permet de gagner des parts de marché partout en Europe et demain dans le monde. Et donc, je dirais que mon investissement dans la tech, ça a été ma meilleure décision stratégique depuis le début. C'est sympa de ta part de pas faire ton autopub pour Eskimos, mais quand on a des leaders dans leur domaine, je trouve ça toujours intéressant de comprendre là typiquement là les dernières innovations, les dernières solutions, sans nous expliquer, parce que pour faire simple, derrière c'est beaucoup de complexe. Donc bien sans sûr. Nous expliquer le complexe, de manière très simple, cas d'usage, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous permettez de faire, que vous êtes les seuls sur le marché à faire? Ouais, je peux te citer 2 outils, ça va être intéressant et les gens vont bien comprendre, je pense. On a sorti un outil de ce qu'on appelle LLM Ranking. Donc en gros, c'est un outil qui te permet de tracer tes parts de voix sur les LLM, donc sur ChatGPT, Perplexity, Claude, etc., Gemini. Et donc du coup, on va prendre ce qu'on appelle un bulk de mots-clés. Donc sur Google, par exemple, t'es premier sur un mot-clé ou t'es troisième, etc. Là, c'est des bulks de mots-clés. Donc par exemple, donne-moi le nom d'une bonne agence SEO en France. Quelle est la meilleure agence SEO ? Donne-moi 3 noms d'agences SEO. Et en gros, donc on va prendre 100 requêtes autour de... C'est pas mal de maîtriser les résultats. Là, c'est pratique du coup. D'ailleurs, tu peux essayer. On est premier parce qu'on a travaillé ça, parce qu'on sait travailler ça. Tu peux nous rajouter dans les meilleurs podcasts à écouter en France. Ouais, on peut faire ça aussi. Je sais faire ça aussi. Il va te mettre derrière son podcast. Je peux faire ça. Ça me dérange pas. Ce serait dommage de pas y être. Et alors donc du coup, sur un bulk de 100 mots-clés, on va regarder si ta marque, elle est citée par exemple 20 fois. 30 fois, 40 fois, 10 fois, et on va donner une part de voix. Donc, par exemple, si tu apparais 20 fois sur 100, tu vas avoir 20% de part de voix de ta marque. Et donc ça, on est le seul acteur européen à avoir développé cette technologie. Je te donne une autre technologie qui s'appelle Brand Protector. Aujourd'hui, quand tu as un site, tu as des concurrents qui peuvent venir bider, donc enchérir sur ta marque sur Google. Nous, on a un outil qui permet de savoir qui vient bider sur ta marque en temps réel. Donc, tu vois tes concurrents. Et donc, du coup, tu peux venir protéger ta marque, d'où le nom Brand Protector. Et donc, du coup, je te donne un mot-clé, mais par exemple, si sur le mot-clé forfait téléphonique SFR, tu vois que il y a Bouygues qui fait de la pub sur toi, tu vas pouvoir le voir. Et donc, du coup, là, il y aura un intérêt à ce que tu ailles enchérir pour protéger ta marque sur le mot-clé forfait téléphonique SFR, parce qu'il y a ton concurrent qui est dessus. Par contre, si mon outil se rend compte qu'il y a personne qui vient bider sur ta marque, ça sert à rien d'aller bider, de te protéger, de dépenser de l'argent pour rien, vu que tu seras premier en SEO. Donc ça peut faire économiser jusqu'à 20% de ton budget brand à l'année. Donc un annonceur qui mettrait 1 million d'euros par an, on peut lui faire économiser autour de 200 000 euros par an. Voilà 2 outils. Belle promesse. Et ça, c'est des outils, tu vois, technologiques qu'on est les seuls à avoir parce qu'il faut de la techno derrière. Il faut savoir scraper Google, scraper ChatGPT, faire des bases de données. Et donc, j'ai 15 personnes qui, tous les jours, se réveillent et travaillent sur ces sujets. Et ça, on est les seuls à faire cet investissement-là aujourd'hui. Donc, j'ai des concurrents qui arrivent à bien recruter, qui ont des services un petit peu similaires aux nôtres. Mais par contre, ils n'ont pas de tech derrière. Et est-ce que c'est compliqué de garder longtemps, ou le plus longtemps possible, cet avantage concurrentiel ? Justement, en ayant une équipe qui fait de la R&D tous les jours, qui investit. Par exemple, ChatGPT, tu vois, il n'y avait pas de référencement sur ChatGPT il y a 1 an. On est les seuls à avoir démarré à lancer ça. Donc, demain, il va peut-être y avoir d'autres plateformes. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet intéressant de parler de la fragmentation du digital aujourd'hui. Ça pourrait me passionner d'en parler avec vous aujourd'hui parce que on est à peu près de la même génération. Je pense que nous, par exemple, il y a 10-15 ans, on voulait faire une recherche, on allait sur Google. Il y avait que Google. Aujourd'hui, la Gen Z, elle utilise TikTok pour rechercher des hôtels ou des restaurants. Vous voulez acheter un cadeau à Noël ou pendant le Black Friday, vous allez sur Amazon. Vous recherchez des inspirations lifestyle ou déco, vous allez sur Pinterest. Vous voulez faire même maintenant, on passe direct par ChatGPT. Tu passes par Alors maintenant, il y a ChatGPT. En B2B, tu passes par LinkedIn. Et tout ça, il y a 10-15 ans, c'était que Google qui avait le monopole. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les marques, elles ont besoin d'être présentes sur tous ces canaux
surtout ces canaux. Ouais. Et nous, du coup, c'est vraiment passionnant notre métier aujourd'hui parce que du coup, il y a de la vraie strat derrière. Avant, on était des pros de Google. Aujourd'hui, on fait une strat vraiment globale sur tous les canaux et ça, c'est vraiment passionnant. Passionnant, c'est la rubrique d'après, toute cette phase où tu vas dealer ce LBO, mais aussi, et tu l'as évoqué tout à l'heure, ces offres qui vont arriver pour acheter Skimos et que tu vas décider de refuser. Et pour ça, on part avec Lunatic, pas le temps pour les regrets. J'adore cette musique. Je t'ai dit quand j'étais petit, mes 2 premiers CD, Daft Punk Et Laurie. et Lunatic. Arrêtez avec Laurie, qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Vous avez une lubie là. On va créer un truc. Qu'est-ce que Mais vous c'est- avez? Mais parce que demain c'est le week-end. Ils ont craqué. En plus- Désolé en pour plus- Lunatic. En plus, Laurie, le pauvre, sur Non, Lunatic, c'est pas une très bonne comparaison. Mais il y a différents styles, plusieurs musiques complètement c'est différentes. assez varié. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs N'appartiennent n'appartiennent qu'à qu'à nous-mêmes. nous-mêmes. Pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée. De ceux pour qui nos jours portent conseil. Quand c'est la nuit, qu'on agit, traîne. Ma chair et mon os. Alors là, c'est Ali qu'on entend. C'était Booba Ali. Et Booba a eu une grande carrière derrière, mais peu de personnes connaissent Ali, qui était très bon. Ceux qui répandent l'amour et ceux qui dépendent de la haine. On y grandit en perdant l'innocence que chacun nous possède à sa naissance. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon ADN, né non pas pour vivre seul, cause au nom de l'universel. Puise mes instruments dans la flore pour ma faune, dans la rue pour mes gens, j'ai instinct de fauve, à nous les fautes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction. Tu vois, pas le temps pour les regrets. Je te disais, je me rappelle jamais des mauvais moments de ma vie. On aurait dû la mettre à ce moment-là, la Ça musique. marche tout le temps. Plaise attiser et vomir, spliff avant de dormir, et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, pas le temps pour les Pas le regrets. temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de Pas le temps progrès. pour les regrets. Pas de temps pour les regrets, mais le temps d'aborder toute cette phase-là que j'évoquais, les premières propositions. Comment elles arrivent, par quel type d'acteur aussi, c'est toujours intéressant de voir à un moment comment une boîte comme la tienne va séduire tel ou tel industriel, peut-être fond. Donc je veux bien que tu nous parles de ces moments-là et surtout comment se matérialisent les premières interactions. On te propose des partenariats, c'est un LinkedIn, on t'appelle. Je te disais que j'aimais pas regarder dans le passé, mais je t'avoue que ça, j'aime bien le faire. Pourquoi j'aime bien le faire? Parce qu'en fait, je me rappelle du nombre d'investisseurs que j'ai rencontrés, de gens qui ont voulu me racheter, qui ont soit par exemple négocié trop dur et au final pour, je te dis une connerie, 1 ou 2 millions d'euros, ils te rachètent pas, alors que derrière, il y avait un potentiel beaucoup plus gros que ce 1 ou 2 millions d'euros. Des investisseurs qui ne croient pas en toi parce qu'ils te disent, moi je me rappelle à l'époque, Oui, Eskimos- je te prends, mais par contre, tu restes pas, quoi. ça, je l'ai c'est quoi, pas je eu, ça, crois je pas en crois. toi. Ah, celui-là, je l'ai pas. Crois pas en toi. C'est pour les investisseurs, fonds d'investissement là, pas les industriels, parce que ils disaient Eskimos c'est un one man show, etc. Donc ils avaient peur, etc. Tu postes trop? Alors, je sais que ma personnalité en a dérangé certains, parce que j'ai tendance à poster sur LinkedIn, à faire un petit peu de storytelling, mais en même Bon, temps, on vit en après- 2025. Ouais, Enfin, là, on est en et 2025. puis tu postes pas en maillot de bain sur une plage. C'est ça. Mais on s'en parlait en off. En fait, ce Ouais. qui se passe, c'est que pour nous, ce qui est le post en maillot de bain sur le bateau à Mykonos avec de la musique, et ben pour des investisseurs institutionnels, pour eux, ça c'est un post LinkedIn. Un peu Comme clivant, celui que j'ai lu, comme Franchement, celui que j'ai que t'as lu. lu, on aurait pu me le reprocher. Ouais. Parce que moi-même, quand tu l'as lu, déjà tu l'as dit à l'oreille, j'étais pas forcément à l'aise. Et donc, en on l'a vrai, dit. ouais. Ouais. Non, t'aurais pu mettre plus de nuances, mais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tout à la fait. nuance, ça marche pas trop sur les réseaux. Et c'est mon métier, moi, de savoir. Et moi, c'est mon combat. Il faut savoir sur les réseaux faire du reach, communiquer, c'est mon métier. Moi, j'accompagne mes clients pour faire un maximum de reach sur les réseaux. Donc, si je sais pas le faire moi-même, C'est important. mais en tout cas, voilà. Donc, j'aime bien revenir dans le passé pour ça. Alors, si on peut passer un peu de temps Ah sur oui, ça, on peut. avec grand plaisir. T'es pas là parce pour rien. que je les recroise après. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est leur métier aussi. On peut pas leur en vouloir de prendre des décisions. Souvent, ils investissent pas dans des boîtes qui deviennent des énormes boîtes. Hein, c'est leur métier. Mais c'est marrant parce qu'il y a plus de gens en général qui ne croient pas, qui drop, que qui croient.
Donc c'est intéressant de revenir dans le passé parce que tu dis putain, ils auraient pu gagner tellement d'argent en croyant en moi à ce moment-là, c'est dommage pour eux, tu vois. Ça me fait sourire parce que c'est aussi leur métier quand même. Ouais. Leur but c'est de détecter les pépites. Donc le fait qu'ils ne le fassent pas, ça m'amuse. En tout cas, moi j'avoue que ça m'amuse, mais plus pour le côté blague et il y a rien de personnel et je crois pas qu'ils le prennent personnellement d'ailleurs quand j'en joue. Non, et puis tu peux pas Ça- miser partout non plus. Tu peux pas donc miser après, partout non plus. Et puis en plus, tu dois les retrouver. Et Parce après on que se là, au recroise. deuxième LBO, Du coup, au peut-être deuxième t'as eu LBO, on des revient. Alors, c'est fonds, pas les mêmes fonds. Donc, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que tu recroises pas les mêmes personnes et que t'as des gens au deuxième tour qui ne rentrent pas pour les mêmes raisons que ceux au premier. Et c'est amusant parce que quand tu dois répondre et que tu dois argumenter en qu'entrepreneur, bah, à un moment, tu leur dis, bah, tu vois, lui, je sais pas, je vais aller 30. Il a pas investi parce qu'il croyait que c'était un one-man show. Aujourd'hui, tu me dis que c'est un one-man show, on vaut 150. Mais du coup, peut-être ça vaudra 500. Et quand je voudrais 500, il y aura encore un mec qui me dira que One ça- man show. One man show. Mais il y aura d'autres raisons, je pense. Tout le monde a ses raisons. Et d'ailleurs, j'adore dire qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas dans Elon Musk. C'est quand même. C'est pour ça que il y aura toujours quelqu'un pour ne pas croire en vous. Et j'adore prendre l'exemple d'Elon Musk, parce qu'en fait, si des investisseurs même, des journalistes ou autres ne croient pas dans Elon Musk, la probabilité qu'il y ait des gens qui ne croient pas en vous à votre échelle est quand même assez forte, globalement. Donc j'aime bien me dire ça et m'en amuser, parce que c'est aussi important de pas prendre les choses personnellement et de s'en amuser. Donc en 2019, pas mal de groupes industriels ont voulu racheter ma société. Déjà tous dans le digital, tous dans le SEO. Des groupes plutôt des grands groupes digital, des grands groupes de publicité, des grands groupes internationaux. Donc là, je l'ai pas caché, on valorisait la boîte 30 millions d'euros. Donc forcément, quand tu as 29 ans et qu'on te propose 30 millions d'euros sur la table, tu te dis, Ça fait réfléchir. est-ce que ce cash out, je le fais ou pas? Parce que tu peux pas dire non plus comme ça à cet âge-là. Ça fait plus d'1 million d'euros par an, du coup, avec le calcul, pour la petite plaisanterie. Non, mais je me suis Ouais, vraiment puis là, posé la c'est- question. C'est te mettre à l'abri. Ça te met à l'abri, je pense. Mais je me suis dit... Je pense. Je suis Ça certain. dépend, ouais. Ça dépend de ton Pardon, niveau ouais. d'abri. hein. Excuse-moi, c'est un tic de langage, ouais. Est-ce qu'on peut cutter après, on passera le tic de langage. Et du coup, après, tu te poses la question. C'est marrant, tu disais, mais qu'est-ce que tu racontes après? T'as un dîner, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? T'as quoi à défendre? Qu'est-ce que tu défends? Et moi, en plus, c'est ma passion, mon business. Donc, c'est comme si t'es passionné de tennis. Je suis passionné de tennis aussi. Et on te dit, tu peux plus jouer du jour au lendemain à vie. C'est horrible comme truc. Oui, parce que t'en as, leur passion, c'est principalement d'entreprendre, et tu peux entreprendre dans plein de domaines. Toi, c'est entreprendre, et spécifiquement encore plus sur ces sujets. Ah ouais, de j'adore, SEO, ouais, etc. j'adore ce que je fais. Je suis passionné je fais de la veille tous les jours. Je regarde les nouveaux produits d'Amazon pour comment communiquer les produits dans le sens la régie propose des nouveaux produits pour les annonceurs. Là, parmi il y a TikTok Shop qui vient d'arriver en France. Tout cet univers-là me passionne. De toute façon, je pense que tu peux pas être très bon si t'es pas passionné par ce que tu fais. Mais donc, du coup, tu prends de l'argent, mais tu perds ta passion. Je sais pas si ça fait vraiment sens. Va falloir trouver d'autres passions, Faut sinon trouver ça d'autres peut, être, passions. ça peut être long. Hein. Ça peut être d'autres passions. Je vais finir à faire du kitesurf au Brésil et je pense Mais il y que a t'as pas peut-être mal- des trucs plus proches que le tennis, du ping-pong, je sais pas. Ouais, non. Dans ta boîte, tu peux tu peux quelque chose trouver proche des trucs, du mais- SEO ou... Mais non, mais globalement, en plus, ce qui est horrible, c'est que déjà, tu perds ta passion. Et même si tu en trouves une nouvelle dans l'entrepreneuriat, tu te redémarres à zéro. Donc, je sais la difficulté de monter une boîte de 0 à 100. Est-ce que t'es prêt à remettre l'énergie? Donc, Ou je alors, préfère... faut racheter une boîte. Ou alors, faut racheter une boîte. Mais en fait, moi, globalement, je me suis dit aussi, est-ce que ma boîte, je peux la valoriser plusieurs milliards un jour? Et j'y crois depuis ce jour-là, et j'y crois encore aujourd'hui. Et donc, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, je manque de perspective. On me dit 30 millions, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Mais 3 millions, si tu prends la perspective par rapport à 3 milliards ou 30 milliards, c'est rien, tu C'est vois. rien. Donc, à ce moment-là, j'avais 29 ans, j'avais toute la vie devant Et il n'y moi. a pas d'empire à 30 millions. Et il n'y a pas d'empire à 30 millions aussi. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de plus fort. Et donc, du coup, j'avais envie de plus, de marquer l'histoire avec ma boîte. Ça m'intéresse plus que gagner un peu plus d'argent. Je comprends très bien. On avait eu Loïc Soubéran au micro, alors pas de cash-out, mais de 40 nuances de Next, qui disait, Sois là. ouais, exactement, aux entrepreneurs, tu prends ton ambition et tu la multiplies par 10. Et seulement là, tu peux commencer à faire des choses intéressantes. Sympa. Et t'as l'air d'être dans le même mood. Je me demande même si tu multiplies pas par 100. Bah, l'ambition, c'est super important. Moi, ça me drive beaucoup. Donc, et puis, je pense que les gens te suivent aussi parce qu'il y a de l'ambition. Est-ce que tu as envie de travailler dans une boîte qui fait plus forcément de croissance et qui reste un peu, tu vois, sur ses basiques, qui n'innove pas?
L'ambition, ça tire aussi, tu vois. Et donc moi, je m'en cache pas, mon ambition, elle est claire et nette, c'est de créer l'une des plus grosses sociétés technologiques européennes. Donc au moins c'est clair. Ouais, et il n'y a plus juste SEO dedans. Il n'y a plus juste SEO dedans, là c'est un peu plus large. Les gros concurrents que tu peux avoir du coup à dimension européenne, mais ils viennent peut-être pas d'Europe. Tu les connais, vous échangez. C'est quoi ta relation à tes concurrents? Tu parlais d'ambition, il y a aussi ce jeu-là, et pour un gamer aussi, tu joues jamais sur une map tout seul. Moi, je pense que c'est important de bien s'entendre avec ses concurrents globalement. Donc, je m'entends bien avec l'ensemble de mes concurrents, sauf un qui est un peu un con. Il y a toujours un con dans une industrie. Et d'ailleurs, tout le monde le connaît, je vais pas le citer. Ouais, voilà, le cite pas, j'ai pas envie. Sinon, tu prends en charge les frais d'avocat. Non, mais globalement, tu demandes à n'importe qui sur mon marché, les gens vont dire qu'ils m'apprécient beaucoup, et je les apprécie beaucoup. Je peux le citer. J'adore Vincent Klingbeil, c'est mon pote depuis toujours, je l'adore. Jérémy Bendayan et Franck Carasso, je les adore. Qu'on a tous reçus dans Cash Out aussi. J'imagine, ouais. Il y en a plein, je les adore tous. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un, et du coup, j'ai pas besoin de le citer, parce que quand il y en a un, tout le monde le sait un peu dans l'industrie, donc c'est assez amusant. Souvent même les collaborateurs finissent par le deviner aussi. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tous les gens qui n'ont pas été cités ne nous attaquent pas en justice et ils ne parlent peut-être pas de vous. Hein. Et alors, donc ça c'est le premier point. Alors l'autre point sur la concurrence, ce qui est amusant, c'est que je pense qu'il y a peu de projets comme ça où t'es concurrent de tout le monde. Si je prends tous les freelances qui font du marketing digital, je prends toutes les agences web partout en Europe, je pense que des concurrents, j'en ai des centaines de milliers. Donc moi, mes concurrents, je les croise tout le temps, je suis concurrent de tout le monde. Et c'est ça qui est amusant. Tu vois, souvent, tu es dans une industrie, tu as quelques concurrents spécifiques. Qui se démarquent. Moi, parfois, là, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un prospect au téléphone, il me dit pourquoi tu es meilleur que ce freelance SEO? Tu vois, c'est rare qu'on me demande par rapport aux freelance en général, vu la taille, mais bon, tu les connais pas tous. C'est bien, je les connais pas tous en plus, et je lui disais, mais c'est marrant à ta taille de faire appel à un freelance quand même, tu as besoin d'une organisation quand même un peu plus structurée. Et bon, pour le coup, là, c'est cool parce que j'avais pas mal d'arguments. Par exemple, c'est d'avoir 15 personnes qui développent des outils technologiques tous les jours. Tu vois, un freelance ne peut pas avoir ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de concurrents et ça me dérange pas. Et d'ailleurs, je les vois souvent, on se parle. Je suis pour la bonne ambiance dans un marché. Et donc, moi, j'entretiens de très bonnes relations avec mon concurrent. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as commencé à les racheter? Parce que j'ai cru voir que tu avais fait des croissances externes, mais peut-être sur d'autres pays. Est-ce que tu les considères comme des concurrents? Oui, c'est vrai. Alors, je reçois des dossiers de build-up, donc de rachat. J'en reçois à peu près 3 par semaine, je pense. Vu qu'on est identifié partout en Europe. Donc, des boîtes de marketing digital qui se vendent, il y en a tous les jours. Et t'as le temps de tous les traiter? Et non, du coup, là, parfois, on se focus sur l'organique, après, on se focus sur la croissance externe. Donc là, on est présent dans 5 pays. Donc, on est présent à Londres, on est présent à Milan, on est présent à Madrid, on est présent à Düsseldorf. Et en France, on est présent à Paris, Lyon, Bordeaux et Lille. Et donc, du coup, on a une présence locale. Et alors, ce qui est cool en Europe, c'est que du coup, on répond à une barrière linguistique et une barrière culturelle. C'est ça qui est cool par rapport aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ils vont te dire que au Texas, la culture est différente qu'à LA, par exemple. Ouais, ça reste quand même un marché à s'unifier. Ils auraient pas tort, mais malgré tout, ça, on peut pas le nier. En Europe, c'est une langue différente par pays, tu vois. Eux, au moins, c'est peut-être une culture différente, mais c'est pas une langue différente, tu vois. Or, moi, par exemple, quand j'ai une grosse société française qui veut aller faire du marketing digital en Allemagne, moi, j'ai des consultants natifs sur Google, TikTok, Amazon, maintenant ChatGPT, etc. Natifs à Düsseldorf qui vont te faire ton référencement en Allemagne. Et ça, c'est unique sur le marché. Je suis la seule agence SEO en Europe à avoir des bureaux locaux. Et en fait, pourquoi j'ai pas de concurrence là-dessus? C'est parce que c'est une énorme galère en fait de faire ça. Parce qu'en fait, ces cultures linguistiques et culturelles, elles sont super difficiles. C'est-à-dire que nous, quand on a racheté une société en Allemagne et en Angleterre, non mais tu parles avec des gens qui ont une manière de travailler différente, qui ont une langue différente. En plus, comme je te le disais, je suis pas forcément doué en anglais, ça n'a pas beaucoup changé. Mais ça m'a pas. Enfin, j'ai plein de concurrents qui sont bilingues, je pense, et qui sont moins internationaux. Donc ça, c'est un message à tous les gens qui sont peut-être pas forcément des tueurs en anglais. Enlever cette barrière mentale de vous dire, je suis pas très bon en anglais, donc je peux pas aller à l'international. My SEO is rich. Puis il y a DeepL aujourd'hui. Vous communiquez beaucoup par Slack et email. Donc DeepL, ça fait très bien le taf. Mais ça pour dire que du coup, cette barrière à l'entrée de mon marché empêche mes concurrents d'aller en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, etc. Et donc du coup, quand il y a un appel d'offres international aujourd'hui,
je gagne presque systématiquement. Parce que mes concurrents vont dire oui, on est internationaux, on a un drapeau là-bas, etc. Et quand tu creuses, en fait, c'est un partenaire plus, tu vois. Andrea, je me refocus vraiment sur le sujet cash out avec une double casquette. Sur comment t'as dit non à toutes ces propositions tout en restant bons amis, parce que tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce que ça s'est fait simplement? Et la seconde, c'est tu rachètes aussi des boîtes, Simon l'évoquait. T'as aussi le regard du repreneur et du coup aussi le regard d'une intégration, comment on fait en sorte que ça marche quand on fait beaucoup. Tu vois, on avait l'autre jour le patron de Fnac Darty au micro qui te racontait qu'en fait lui il avait une stratégie différente en fonction des acquisitions qui dépendait de la taille de la boîte, de sa maturité, etc., de sa où est-ce que c'était localisé, etc. Donc toi, c'est quoi ta stratégie aussi de repreneur pour faire en sorte, et on sait que c'est pas toujours simple pour en avoir entendu beaucoup à ce micro, mais faire en sorte que les synergies que tu poses sur le papier, elles soient effectives 1 an, 2 ans après le rachat. J'ai la même avant le rachat et après le rachat. Tout se base sur un critère, donc la réponse au moins elle va être simple, c'est le relationnel. En fait, je pars du principe que si tu as un bon relationnel avec les gens, il n'y a pas de problème derrière parce que, je vais être un peu vulgaire, mais tu n'as pas envie de niquer quelqu'un qui se conduit bien avec toi, tu vois, qui est respectueux, qui a une bonne relation avec toi, qui est bienveillant. Et donc, aussi bien en interne dans mon groupe qu'à l'international, que partout, en fait, à la fin, c'est le relationnel. Est-ce que tu es honnête avec les gens? Est-ce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis? Et donc, du coup, quand on va rencontrer pour répondre à ta question, une boîte, par exemple, aller, on va dire, à Londres, pour la racheter, on va regarder si on a un bon fit avec l'entrepreneur et on va pouvoir construire une relation durable avec lui. Tu les gardes tous? Et on les garde tous. Et les deals sont toujours construits de la même manière? Une part en cash, une part en... Non? Chaque deal est spécifique. En Espagne, on s'est lancé en organique. Au UK, donc à Londres, on a racheté 75% cash, 25% en equity. Donc il y a 25% de sa valeur de l'equity qui est remontée à l'échelle du groupe. Donc Sam maintenant est associé dans la holding de TED, donc il détient des parts même de la boîte en Allemagne et en Italie. Donc il est remonté en haut. En Allemagne, on a racheté 100% upfront. Ok. Et en Italie, en gardant les gens en place. Et en Italie, on a fait 51%, 16 sur 3 ans. Donc le deal a duré à peu près 3-4 ans, quoi, tu vois, en Italie. Donc tu vois, à chaque fois, c'est du spécifique. Que tu adaptes en fonction de l'entrepreneur que tu as en face. Qu'est-ce que tu veux. En fait, encore une fois qu'il y a le bon relationnel, il y a un côté un peu qu'est-ce que tu veux. Parce que le but, c'est de s'associer et de créer ensemble de la valeur, tu vois. Donc moi, je dis toujours aux gens, venez, enfin, si on a envie de faire en fait, première base, parce que parfois, les gens, ils disent, je veux tant, etc. D'abord, viens, on regarde le projet. On veut faire quoi? Voilà, on veut faire quoi. Et une fois que tu sais ce que tu veux faire, en fait, financièrement, tu peux tout modeler pour que ça marche. En fait, que la personne veuille 1 million ou 100 millions, il y a une manière de modeler le deal pour y arriver. Par exemple, s'il veut 1 million, peut-être que ça va être 100% de la boîte maintenant. S'il en veut 100, tu peux racheter que 10% maintenant et 10% chaque année avec des paliers jusqu'à ce que ça atteigne 100. Après, s'il atteint pas les paliers, par contre, tu peux pas racheter pas les boîtes. Mais en tout cas, tu peux modéliser par rapport aux besoins. Donc moi, je demande toujours aux entrepreneurs, le projet, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on co-construise un truc ensemble? Tu te vois bosser avec nous? Est-ce que tu es chaud, quoi? Et si oui, combien tu veux toucher? Et après, avec ces deux-là, tu modélises dans un Excel assez facilement. Hein. C'est bon. Et est-ce que du coup, tu as une stratégie déjà claire à l'avance sur tes croissances externes que tu souhaites faire? Est-ce que à chaque fois, c'est des gens qui viennent, c'est des opportunités qui se sont apportées, ou c'est toi qui parfois vois une boîte que tu veux absolument acheter? Et aussi, tu as évoqué le fait que il y en a, tu les vends, enfin, t'achètes 100% cash. Comment tu arrives à garder, parce que c'est des personnes, tu as dit, c'est de la relation. Comment tu arrives à maintenir le fait que ça va bien fonctionner, ça sera bien intégré? Grand package. Sur les croissances externes, on a fait 2 choses. Un, la localisation, parce qu'on voulait être international. Donc, on a visé tout de suite Londres, Milan, Madrid, Düsseldorf. Donc, il y avait la partie internationale. Et ensuite, il y a la partie métier. Donc, à l'international, on allait sur des métiers qui étaient historiquement proches des nôtres. Donc, ce qu'on appelle, nous, du search. Donc, le SEO, le SIA. Et ensuite, on va sur donc les expertises. Et on a, par exemple, là, annoncé le rachat d'une agence qui fait que du Amazon aujourd'hui en France. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller sur d'autres métiers.
Et ensuite, par contre, tu déploies les Et métiers après, on dans tous les déploie pays. dans tous les pays après. Là, on est sur une société, donc on va sûrement ouvrir la prochaine, donc cette année au Canada. Donc du coup, on sera présent dans les 5 pays qui dépensent le plus en Europe, ensuite au Canada. Et après, voilà, on a une ambition folle, comme je vous le disais. Donc après, les US, les Émirats. Et du coup, on va pas s'arrêter, quoi. Je reste sur la question de Simon, parce qu'elle me venait aussi, mais après seulement un cash out, Simon est déjà plus taquet que moi. Sur comment effectivement tu gardes des entrepreneurs on board quand tu as pris 100% de leur boîte. Alors, il faut des passionnés, j'imagine, mais ça suffit pas. Puis t'en as qui ont envie de vivre d'autres vies, d'autres qui ont envie de créer d'autres boîtes. Donc c'est Ouais. Non, c'est une très bonne question. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le management clé. Ouais. Tu as les fondateurs souvent, et puis tu as des personnes clés en dessous. Voilà, je pense en général, il peut y en avoir 3-4, on va dire, dans les tailles de boîtes qu'on vise. Ces 3-4 personnes-là, il faut aussi qu'on voit le relationnel avec eux, comme je te le disais au début, est-ce qu'on va pouvoir co-construire avec eux. Et on met en place un package qui fait que c'est une espèce de double sécurité. On se dit que c'est eux qui vont reprendre un petit peu la boîte parce que les fondateurs sont un peu sortants en général, tu vois, ils vendent, ils font des cash out, etc. Et donc c'est ce un qu'on peu évoqué au début, la partie management package. alors là, il n'y a pas toujours de management package. Là, ça va être des bonus en salaire et en equity. Mais non, t'as raison, pardon, il y a du management package aussi, ouais. Donc il y a salaire, equity et management package aussi. Donc on fait un mix un petit peu de tout ça. Et donc du coup, au fur et à mesure que les dirigeants sortent, eux prennent la main et ils sont très motivés parce que du coup, ils peuvent doubler leur salaire, avoir du management package. Et donc c'est avec eux finalement, c'est un peu la relève. En fait, nous on vient chercher la relève dans les boîtes et c'est eux qui viennent pousser la boîte derrière. Je propose d'accélérer un petit peu l'échange pour parler de la... Pardon, excuse-moi, je marche sur ton fil. Donc tu perds pas le fil. Non, continue pas, mal. parce qu'à un moment, je vais... On était que des punchlines depuis le début. Pour aller sur l'après LBO. Qu'est-ce que ça change? Si ça change, c'est donc pas tout à fait la même histoire, le même récit que pour les entrepreneurs qu'on reçoit habituellement dans Cash Out, où là ils sont dans la boîte qui les a rachetés, mais plus chez eux, et c'est un choix. Et un choix voulu. Mais pour parler quand même de cette phase d'après LBO, t'as choisi de repartir avec Daft Punk, Voyager. Et pas Laurie. Je te jure, je vais t'en placer une contre ta volonté avant la fin. Ah ouais. Je savais que vous le feriez. Bah, ma meilleure amie, non, à la fin. Ça peut être sympa. Moi, je suis ouvert d'esprit. J'écoute tout type de musique. Pourquoi t'as choisi Voyageur là pour toute cette phase? Pour le voyage, ça s'appelle Voyager, donc pour le voyage qui est un long voyage. Je me dis que c'est une musique à avoir avec soi pour un long voyage. C'est le début de la fusée, ouais. Et aussi peut-être le début du voyage, tiens. Parce que quand on me demande mais jusqu'où tu vas aller, moi j'ai l'impression d'être au début de mon aventure. Donc ouais, un long voyage qui m'attend. Alors je suis obligé d'aller te chercher là-dessus maintenant, mais tu parlais d'un empire. Déjà au niveau européen, tu parles plus que de SEO, tu parles de search et tu l'as dit de leader. Ouais non, mais tu l'as même dit leader du numérique, un des leaders du numérique européen. Si on voit encore plus large, parce que là on était peut-être que au 2e étage de la fusée, il y a d'autres thèmes, il y a le média peut-être qui peut t'intéresser, comment tu projettes un peu un empire Eskimos à 10 ans, 15 ans, 20 ans? Tout m'intéresse et je suis très ouvert d'esprit. Comme on a pu le voir avec la playlist musicale où on passe du rap à Bob Marley, il y aura d'autres choses après. Et donc du coup cette ouverture d'esprit et cette curiosité me donne envie d'aller voir un petit peu tout. C'est pour ça que j'ai lancé un média, un podcast aussi qui s'appelle Little Big Things, mon fonds d'investissement qui s'appelle 199 Ventures. Et donc du coup pourquoi en fait avoir autant d'ambition et développer sa boîte aussi haute, c'est pour avoir de l'impact. En fait, à la fin, l'argent, qu'est-ce que c'est? Ça va pas changer ton quotidien parce que tu vois, au bout d'un certain moment. Et d'un certain montant. Et d'un certain montant, ça ne change plus les choses. Et donc, du coup, ce que tu vas chercher derrière, c'est de l'impact. Et donc, effectivement, et aussi pouvoir proposer ta vision du monde sur certains sujets.
Et donc, j'aime bien l'idée de me dire que monter du capital va me permettre d'augmenter mon impact. Par exemple, tu vois, si je veux être un citoyen actif demain et qu'il y a des idées politiques qui m'intéressent, par exemple, eh bien, l'argent va pouvoir... que je veux combattre, par exemple, je vais pouvoir, avec l'argent, la financer. Je vais pouvoir la combattre dans un média en invitant une personne avec qui je suis en accord avec ses idées. Et donc, l'argent, vraiment, à la fin, c'est quoi? Ça sert à un impact. Par exemple, si je crois beaucoup dans l'écologie, pouvoir investir... Donc, tu peux faire plein de choses avec l'argent qui te passionnent. Et donc, c'est ça qui est génial avec l'argent. Et donc, vraiment, faut retenir que les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, c'est vraiment pour avoir de l'impact. Ça n'existe pas un mec qui serait en mode Picsou qui dit « je veux plus d'argent, je veux plus d'argent ». Pour faire quoi? Faire quoi? Et en fait, ça n'a plus de sens après. Et puis, tu vois, quand tu vas au restaurant, quel que soit le restaurant, tu vois, si tu vas de 50 à 500 euros, je pense que tu vois, il reste plus beaucoup de restaurants, je pense à plus de 500 euros, tu vois. Donc, au bout d'un moment, si on parle de millions, et tu vois, c'est pareil pour les hôtels, ça peut aussi chiffrer très haut, mais encore une fois, par rapport à plusieurs millions, tu vois, t'as pas une nuit d'hôtel qui coûte 1 million d'euros, quoi, tu vois. Donc, voilà, l'argent, pour moi, c'est de l'impact. T'as parlé d'une vision du monde que t'as envie de défendre et t'es pas le seul entrepreneur à le faire, mais du coup, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Parce que il y a bataille des idées, il y a bataille d'entrepreneurs, il y a bataille d'investisseurs. Donc, c'est quoi la vision du monde d'Andrea? C'est un monde nuancé où la subtilité a sa place. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens peuvent plus débattre entre eux. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui venaient de partout et on se charriait, tu vois. Voilà, on pouvait se charrier même sur nos origines et ça posait pas de problème parce que on savait que c'était bienveillant et que c'était amusant, que c'était entre potes, tu vois. Et aujourd'hui, au-delà de ça, au-delà de cette légèreté autour de ces sujets-là, je trouve qu'on ne peut plus débattre. Si tu dis quelque chose, pour tout. Bah oui, si tu dis blanc, ça veut forcément dire que tu penses noir, alors que pas forcément. Et donc du coup, moi, le monde de demain, c'est un monde nuancé où on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans la nuance, la subtilité. On puisse défendre des propos sans pas en mettre un gros raciste. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je sais pas, dès que quelqu'un va parler de sécurité, c'est un raciste. Si tu parles d'écologie, t'es l'écologiste de gauche. Enfin, j'en sais rien, on va te mettre dans des cases. Donc moi, c'est un monde où il y aurait plus d'étiquettes, plus de cases, où la nuance aurait sa place et un monde plus libre là-dessus et voilà, moins clivant. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on défend beaucoup, la nuance. T'es un entrepreneur du digital. Tu connais aussi la particularité des algorithmes. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu parlais du reach et aujourd'hui de ce qui fait un contenu qui est rich. C'est souvent pas beaucoup de nuances. Donc c'est à la fois contradictoire et en même temps, il n'y a pas mieux placé que toi pour comprendre comment dans ce jeu-là, avec ces règles du jeu-là, on va pouvoir pousser un peu plus la nuance. Ah bah, les algorithmes ne poussent pas la nuance parce que les algorithmes vont créer une bulle autour de toi. En fait, concrètement, comment ça marche un algorithme sur les réseaux sociaux? Plus tu passes du temps sur un type de contenu, plus on va te remettre les mêmes contenus, donc on t'enferme dans ta propre bulle. Donc, si on devait dire nuance d'un côté, on mettrait peut-être les réseaux sociaux de l'autre. Et puis, il y a un autre sujet dont on commence à beaucoup parler en ce moment. Ça va être tout ce qui va être ce qu'on appelle astroturfing ou ce genre de choses. En fait, c'est quoi? C'est comment des bots vont pousser des contenus et tu vas avoir par exemple un contenu qui avait énormément de vues, énormément de likes, énormément de commentaires, qui va du coup on va te dire qu'il est déjà pertinent par sa crédibilité et son autorité, alors que tout est trafiqué sur le post. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a certaines études qui montrent à très haut niveau, et je peux pas citer de nom, mais on dit que pour 20 ou 30 millions d'euros aujourd'hui, on peut propulser un candidat en top 3 des présidentielles. Et c'est une vérité. Et aujourd'hui, il y a des bots qui partent de l'étranger, on peut le dire, ça part notamment de Russie. Et en fait, du coup, il y a une étude du CNRS qui te montre que, par exemple, récemment, je crois, aux législatives ou je sais plus, qui te montre à quel point les contenus des extrêmes ont été largement plus poussés par ces bots que les autres, parce qu'en fait, il y a crée de la tension. Ça crée de la déstabilisation politique. Donc en fait, de dehors, on veut nous déstabiliser. Et donc un monde avec plus de nuances, c'est un monde où en gros, on te remet pas les mêmes contenus toute la journée sur BFM, CNews et sur les réseaux sociaux pour t'enfermer dans une manière de penser, parce que après, tu as des gens en province, par exemple, qui vont choisir certains partis parce qu'ils ont l'impression que ça se passe comme ça, et ce qui n'est pas une vérité, tu vois. Et j'aime bien cette phrase qui dit que la France, c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer.
Et en fait, on nous rabâche que ça va pas toute la journée, mais en réalité, il y a plein d'avantages. Moi, j'ai plein d'amis, par exemple, qui sont partis à Dubaï, mais franchement, quand tu te balades dans la rue, ils ont pas notre architecture, cette culture, et ça se ressent fortement quoi en Europe. Et donc, voilà. C'est important de le défendre. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à Dubaï en ce moment, ça me fait sourire, et qui en reviennent aussi parfois, mais... T'as 20-30 millions est-ce que j'ai 20 millions? J'ai pas à les mettre pour l'instant. Non, mais si un jour ma boîte vaut 3 milliards et que j'ai 80% du capital, j'aurais potentiellement 20 ou 30 millions d'euros. Après, mon idée, c'est pas de manipuler. Si c'est pour défendre la nuance et que c'est transparent. Il faudrait un candidat nuancé. Mais est-ce qu'il arriverait à se faire une place avec un temps d'attention très faible et des réseaux sociaux qui veulent du clivant? Il aura besoin de support, en tout cas. Écoute, on pourra poursuivre l'échange après le tournage. Si on reste donc dans cette phase très liée cash out LBO, sur l'après-signature, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ça y est, t'as quand même des investisseurs, même si t'es majoritaire, à quel point parfois sur des sujets t'es contraint. Tu disais à minima, il faut les convaincre. Mais est-ce qu'il y a des latitudes que tu peux voir un peu partir par rapport à ce que tu as connu avant aussi? C'est très important de bien s'entendre avec ses associés. Quand tu as des investisseurs qui investissent dans ta boîte, c'est tes associés. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs qui oublient ça, mais je pense que c'est toujours important de remercier ses investisseurs. C'est pas parce qu'il y avait du monde autour de la table, il y en a quand même un qui a fait le chèque à la fin. Donc déjà, je voudrais faire un petit clin d'œil à Alexandre Tremblin de Ciparex, qui est d'ailleurs un des plus beaux fonds français, qui a cru en moi. Et à l'époque, j'avais remercié Pierre Le Tanner et Alain Cochonnet de Momentum, que tu as reçu ici d'ailleurs, Alain Cochonnet, Pierre Le Tanner, qui avait investi en moi, parce que je trouve que aujourd'hui il y a des boîtes qui lèvent des fonds et en fait il y a beaucoup de gens qui veulent investir, donc c'est comme si c'était comment on appelle ça, donné quoi. Enfin, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, voilà. Ça. Et c'est important de toujours remercier ses investisseurs. Et alors, ce qui change, ça ne change rien à partir du moment où tu as un bon relationnel avec tes investisseurs et tes associés et que tu travailles avec eux en confiance, que tu es honnête, que tu es transparent. En fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, dès que j'ai un sujet en interne, j'en parle à mes associés, donc notamment Alexandre. Et comme je lui partage tout en toute transparence, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Que ça aille ou que ça aille pas bien d'ailleurs dans les chiffres, quand la confiance elle est là, tu vois, s'il sait que je me démène et que je veux tout faire pour que ça se passe bien, donc qu'est-ce que ça change? À partir du moment où tu as un bon relationnel avec les gens, rien ne change. Et puis moi aujourd'hui je suis majoritaire et donc j'ai le contrôle sur ma boîte, j'ai les droits de vote et donc j'ai aussi le dernier mot. Mais c'est pas parce que j'ai dit ça que je ne dois pas écouter mes associés. Et d'ailleurs, ça, c'est assez singulier parce que c'est deuxième LBO, encore très majoritaire. Comment cette réflexion est née d'aller sur le LBO? Est-ce que c'est des idées qu'on t'a soumises? Est-ce que c'est toi qui t'es équipé de banque d'affaires? Enfin, t'as dit au début du podcast qu'il fallait très bien s'entourer à côté de Eskimos avec les managers, mais sur la partie aussi, toute cette structuration, comment ça t'est venu? Alors, en fait, quand on m'a approché pour acheter ma boîte en 2019, l'option entre deux, c'était de faire quand même du cash out parce que j'avais 99,9% de ma fortune en pro et 0,1% en perso. Et donc du coup ça par contre c'est malsain, ça c'est pas un truc que je recommande aux entrepreneurs. Je me payais 60 000 euros annuels à l'époque, je me rappelle. D'ailleurs quand je vois des entrepreneurs qui se payent beaucoup etc, je suis toujours un peu choqué parce que j'ai toujours fait attention. Et donc c'est important de faire un peu de cash out au fur et à mesure quand même. Parce que du coup, tu as une entreprise qui est valorisée par exemple 100 millions et puis tu vis dans 30 mètres carrés et tu regardes les prix, c'est pas cohérent. Et donc du coup, c'était un bon entre-deux de continuer à développer ma boîte et garder le capital et dérisquer un petit peu. Personnellement. Et c'est vrai que j'ai gardé la majorité et c'est assez rare dans le LBO. D'ailleurs, beaucoup de fonds ont débranché, notamment au dernier tour là, parce que ils voulaient être majoritaires. Parce que quand ils sont majoritaires, ils ont aussi les droits de vote. Et quand ils sont majoritaires, du coup, ils peuvent faire plus de choses dans la boîte. Or là, quand ils sont minoritaires, il faut qu'ils aient assez confiance en moi pour se dire que je vais pas faire de folie, qu'on va pouvoir bien travailler ensemble. Et c'est pour ça que la réputation, c'est la clé. C'est la clé pour tout le monde, notamment dans les fonds d'investissement. Parce qu'un fonds d'investissement qui a une mauvaise réputation, il trouve plus d'entrepreneurs et donc son fonds est terminé. Mais les entrepreneurs, c'est pareil. Moi, si je ne construis pas une bonne réputation, quand je vais vouloir faire un troisième LBO, personne ne voudra investir chez moi. Or là, j'aurais déjà fait 2 LBO. Tout le monde saura que j'ai toujours travaillé de manière très professionnelle et donc du coup ça devrait bien se passer. Quand tu dis certains veulent avoir la majorité pour pouvoir prendre des décisions,
Quelle décision? Alors les décisions, ça se négocie avec les investisseurs. Donc c'est une négociation et chaque pacte est différent. En fait, ce que je me rends compte que tout à l'heure, on n'est pas rentré dans tous les sujets de clauses, etc., sur lesquels, inévitablement, parce que chacun a raison pour lui, mais sur lesquels il faut se mettre d'accord pour avoir raison ensemble. Tiens, je vais citer Pierre Le Tanner qui est passé chez toi ici, parce que moi, ça a été un peu un mentor pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Et tous les gens qui l'ont côtoyé, d'ailleurs, il a une très bonne réputation, il est doué. Et il me Dans dit... certains que tu as cités en concurrent tout à l'heure. De qui? Certains que tu as cités en concurrent tout à l'heure, Jérémy. Ah oui, t'as raison, ils ont investi chez Jérémy aussi derrière, ouais. Il met pas tous D'ailleurs, Jérémy, alors pour la petite histoire, tu vois, Ouais. tout le monde se connaît, Jérémy et Franck m'avaient appelé pour me dire, alors ils sont sympas, Momentum, tu vois. Ouais. Pardon, tu voulais citer je voulais Pierre. citer Pierre Le Tanner. Alors, je sais pas s'il va aimer ça, mais en gros, il m'avait dit, les protocoles, tu les signes une fois et c'est fait pour ne plus jamais être réouvert. Et ce qu'il voulait dire par là, je pense, c'est qu'en fait, tu peux signer tout ce que tu veux. En fait, si tu t'entends pas avec les gens et que tu négocies pas normalement entre êtres humains, on va dire, c'est le bordel. Parce que tu peux toujours trouver une clause et tu peux toujours aller devant un juge. Ou du flou, ouais. Ou tout du à fait. flou, machin, etc. Alors, ça sert à poser un cadre. Mais lui, il m'a dit, dans toute ma carrière, j'ai jamais réouvert un protocole signé. Et il a fait 8 LBO, je crois. Donc, donc j'ai pris son conseil au sérieux. Et donc, avec ceux avec qui ça a peut-être pas abouti, les clauses sur lesquelles il pouvait y avoir des moments de friction ou de discussion. Après, il faut savoir que les fonds et les entrepreneurs, c'est toujours un jeu un petit peu. Hein. C'est des gens qui investissent, il peut y avoir des tensions à certains moments. Faut savoir gérer ça d'ailleurs. Ça, c'est très important. Cette zone-là dont on vient de parler, elle sera dans tous les deals LBO. Il faut savoir... et ça, c'est du savoir-être un peu, c'est du relationnel, encore une fois. Il faut savoir répondre à son investisseur. Il y a des manières de faire. C'est pas non plus ton pote et tu parles pas n'importe comment, tu vois. C'est pour ça que je creuse spécifiquement ces sujets-là, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, quand ils découvrent Cash Out, qui sont en phase de négo, mais ils réécoutent tout depuis l'épisode 1, parce que c'est pépite, un MBA avant de vendre sa boîte. Ouais. Sur le LBO, t'es le premier là qu'on fait venir dans Cash Out. J'aimerais vraiment que ce soit pareil, qu'on comprenne ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe sur les papiers et sur quoi. Alors pour toi, mais c'est pas avec un seul exemple qu'on arrive à se faire une idée complète de ce que, en tant qu'entrepreneur, on peut être amené à vivre. Mais voilà, très concrètement, par quoi t'es passé? Donc tu parlais de la relation avec les investisseurs. T'as dit on n'est pas leurs potes. Tu peux nous partager un peu les coulisses en fait. Tu voulais rajouter un Simon. peu? Et peut-être pour compléter, c'est la genèse. T'as été démarché pour vendre ta boîte. T'as dit non, je veux créer un empire. En tout cas, c'est ton projet. T'as mis en place un process compétitif, t'as vu plusieurs fonds autour de la table, après t'as négocié, t'as choisi des fonds, et après t'as pu négocier plus précisément avec eux. Ouais, alors il y avait à la fois des industriels pour faire un rachat de la boîte, et des fonds d'investissement pour faire des LBO, après qui sont rentrés dans le tour de table. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai squeezé la partie vraiment stratégique parce que j'avais décidé de faire un LBO. Et après, dans ce LBO, il y avait quelques fonds. Et au fur et à mesure, tu vois, en fait, à la fin, en général, il t'en reste 3 qui font une offre ferme à peu près. Sur les 3, t'en choisis un. Et sur quelle base tu choisis? Moi, j'avais choisi ceux sur lesquels j'allais le plus apprendre. Et j'avais choisi Momentum, du coup, à l'époque, parce qu'en fait, comme ils venaient de se créer le fonds, ils n'avaient pas encore des équipes avec plein d'analystes et de consultants. En direct et j'étais en direct avec eux. Et ma strat, ça a été quoi? C'était que Alain Cochonnet et Pierre Le Tanner, ils avaient à eux deux peut-être, je sais pas, plus de 50 ans de private equity d'expérience. Donc je me suis dit, pendant 5 ans, je vais faire un board tous les mois avec deux mecs qui ont plus de 50 ans de private equity d'expérience. Je vais les prendre eux, je vais être malin pour en fait me faire le MBA de l'INSEAD, tu vois, genre le gros MBA. Alors que dans d'autres fonds, il y avait d'autres fonds plus prestigieux, etc. Mais eux, pour le coup, j'aurais été avec peut-être des gens plus juniors, tu vois. Et eux, c'était leur fonds, tu vois. Pierre Le Tanner, il a investi aussi dans son fonds, donc c'était pas les mêmes échanges. Ouais. Mais par contre, peut-être j'ai été plus challengé aussi, mais voilà, j'ai plus appris aussi à leur côté. Je pense que pour les gens qui se demandent quel fonds choisir, faut choisir le fonds avec où il y a des gens avec qui tu vas le plus progresser et apprendre, je pense. Et mais peut-être ceux avec qui, in fine, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il y avait des propositions qui t'étaient adressées où tu t'es dit no way?
Bah, après, Au-delà du montant, tu vois, on veut être majoritaire. Alors dans le dernier tour, j'en avais un qui voulait augmenter le multiple de manière significative, mais genre 3-4 tours par exemple, tu vois, donc c'est assez important. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un multiple, ta boîte elle est par exemple le x10, en gros, t'en as un qui est arrivé genre à x15, quoi, tu vois. Je te donne des. Okay. C'était pas ça les vrais multiples, pour donner un ordre de grandeur. Mais par contre, la condition, c'était que je cède la majorité. Tu vois, donc il y a toujours en fait un sous-jacent au deal. Et en vrai, celui-là, j'ai un peu. C'était tentant quand même, parce que quand on t'augmente ta valo de plus de genre 40 ou 50% d'un coup, c'est toujours pareil, tu réfléchis. Et puis voilà, après, t'as tout type de. En fait, chaque offre est différente. Chaque fonds essaie de s'adapter au mieux. Et en fait, à la fin, tu choisis celui qui s'adapte le mieux à tes attentes aussi. Donc, en général, un fonds qui veut vraiment gagner, il respecte 100% de ce que tu avais en tête. Justement, dans la stratégie de négociation, dès le départ, toi, tu poses des attentes très précises autour desquelles tu vas recevoir des offres, où chacun y va de son offre, et comme dans certaines ventes, bah, t'as tes avocats, tes banquiers d'affaires qui vont faire aussi monter les enchères. C'est ça. C'est exactement ça, c'est une montée aux enchères. Et il y a des fonds... et puis, c'est pas toujours... toi, il y avait un fonds vraiment l'un des plus prestigieux en Europe, etc. Et pourtant, sur la valo, ça n'a pas été les mieux disants. Donc, tu peux jamais non plus savoir. Je pense qu'il faut jamais non plus sous-estimer ses interlocuteurs. Les fonds ont des moments où il faut déployer. Les fonds peuvent se faire des convictions. Je pense qu'il faut prendre tout le monde au sérieux et que faut vraiment pas sous-estimer les gens, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui croit beaucoup en toi dans un fonds qui est pas du tout connu, et en fait il va faire une meilleure propale que les autres, et il aurait raison, parce qu'à la fin il va remporter le deal et il va vraiment gagner de plus que les autres aussi, tu vois. Donc moi de toute façon j'ai jamais sous-estimé personne, c'est dans mon éducation. Mais ouais, ça après en fait moi par exemple dans mon process, j'ai reçu je crois 8 offres initialement, et on en a gardé que 3. Sur le premier ou le deuxième album ? Sur le deuxième, il y avait à la fin donc 8 offres. Donc c'est pas mal quand même, ça fait beaucoup de monde. Et à la fin, il en restait 3. Et en fait, assez vite dans le process, je savais. Fait le tri ? Attends, en 2 mots. Ouais. Pour passer de 8 à 3, le tri se fait sur quels critères ? Déjà, tous ceux qui étaient un peu en dessous de la valo, etc., on leur dit est-ce que tu peux déjà te remettre pour voir si on te garde dans la course ou pas. Déjà. Donc ceux qui suivent pas sortent. Et puis après, là où il faut être transparent, c'est que assez vite tu sais avec qui tu vas bosser quand même, parce que il se chauffe un peu plus dans les discussions assez vite. Donc tu vois, vu c'est un jeu un peu, tu vois. Donc sur les 8 par exemple, il y a déjà des gens qui vont aller plus loin dans la discussion en mode non mais moi je le veux vraiment. Il va te dire qu'il veut, alors que les autres vont faire des offres mais vont dire je vais continuer de creuser. C'est pas pareil. Il y a une part de séduction. Il y a une part de séduction, et celui qui veut vraiment, si toi c'est celui que tu veux aussi vraiment pendant le process, bah mine de rien, une espèce de petite relation qui se fait. D'ailleurs, tout le monde s'appelle dans cette industrie pour savoir s'il y a un peu c'est pas un délit d'initié, mais qu'en gros, tu vois, si par exemple quelqu'un me connaît très bien et qu'il est dans cette industrie, il va me passer un petit coup de fil pour savoir gentiment. Et si je lui dis que j'ai un coup de cœur sur Syparex, d'ailleurs j'avais un coup de cœur sur Syparex depuis le début de mon process, parce que les équipes, tout, j'adorais. En fait, ça c'est très vite. Alors je l'ai pas dit, mais ça finit quand même par se savoir, j'ai l'impression quand même. Ouais. D'ailleurs dans les 3 dernières offres, je suspecte que en gros en fait ce qui est chiant, c'est que tout le monde se connaît et tout le monde s'appelle. Puis après ça parle aussi entre analystes. Laisse tomber. Moi par exemple, dans mon process, si je devais être transparent là-dessus, je pense que tous les fonds savaient que j'allais choisir Syparex depuis le début, par exemple. Enfin, quand il restait 3 offres, j'en ai même un dans la 3e offre qui a débranché pour une raison trop bizarre. Ça, je devrais pas le dire normalement. Non, mais en gros, il savait. Tu peux parler de la raison ? La raison, c'était quoi ? Je sais même plus. C'était une raison genre absurde, on veut freiner les investissements en France ou un truc, rien à voir. Mais en fait, il savait, parce qu'il avait appelé le N+1 d'un autre gars qui est dans le process. En fait, le problème, c'est qu'il s'appelle en N+1. C'est que toi, ton contact te dit qu'il ne le dira pas. Le problème, c'est qu'il reporte à son boss, évidemment. Et que les boss se connaissent entre eux et les boss déjeunent ensemble. Donc en fait, même s'il te dit qu'il ne le dira pas, il est obligé de reporter à son boss. Et le boss reporte à l'autre boss de l'autre, et donc ça redescend après. Et donc, les gens savent. Ouais, tu sais jamais exactement par où ça passe, mais ça passe. C'était quoi le laps de temps là sur le final avec les 3 fonds ? Après le final, ça allait assez vite, je crois. Une fois qu'on avait retenu les 3, on leur a laissé, je crois, pas plus de 2-3 semaines pour faire l'offre ferme. Et d'ailleurs, j'en ai même un qui a fait une offre ferme.
Et d'ailleurs, c'est pas très bon pour sa réputation à celui-ci. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un message sur LinkedIn parce que j'avais fait un post. Il avait peur que je le vise, etc. Et c'était pas le cas parce que c'était pas le même post. Mais en gros, il avait fait une offre ferme. Mais quand il a su que c'était Syparex, il a un peu joué en mode. Parce qu'en fait, c'est un peu chiant pour les fonds qui font une offre et que tu ne choisis pas. Parce que c'est dur, ouais. Il y a aussi sûr. le côté parce qu'en fait, si par exemple, imagine-toi un fonds qui fait 10 offres et qui est pas choisi 10 fois et tout le monde le sait. Bah, en gros, t'es le fonds que personne ne choisit jamais. Donc, ils ont aussi un enjeu de cacher qu'on les a pas choisis. Tu vois, ça va assez loin dans cette industrie. Et donc, du coup, pareil, bon, voilà, j'en ai un autre qui avait déposé une offre ferme et qui avait mis la pression pour la signer vite. Et quand il a su que en fait j'étais en train d'en choisir un autre, qui a fait non mais en fait moi je voulais pas faire d'offre, tu vois. Alors qu'en fait il m'avait mis la pression pour signer, tu vois, la veille. Et du coup je trouvais ça amusant parce que je lui ai dit mais tu voulais qu'on signe tout de suite et maintenant tu te retires pour une raison obscure. C'est un autre cas. Donc tu vois, j'ai mis le cas. C'est particulier comme industrie. Et Syparex pour le coup ont été carrés. Tu vois, je dois le dire aussi du début à la fin. Parce que, et alors je les voulais aussi parce qu'ils ont une très bonne réputation. Tu demandes à n'importe qui, Syparex, c'est le fonds aussi des régions qui investissent, tu vois, à Lyon, etc. Ils sont lyonnais historiquement. C'est un fonds qui a 4 milliards sous gestion sous actif. Et en fait, ils ont une des meilleures réputations. Et moi, en fait, quand j'ai appelé et que j'ai fait mes prises de rêve, tu vois, souvent il y a des fonds, ils ont, pareil, je vais pas les citer, mais tu sais qu'ils sont un peu cow-boys. Eux, tu sais que c'est des gens carrés professionnels qui vont t'aider à développer ta boîte. Donc moi, je les voulais, tu vois. Et ça s'est su assez vite parce que moi, mon problème aussi, c'est que quand j'ai un coup de cœur, j'ai du mal à le cacher. Ouais. Et autant quand tu vends ta boîte, l'acquéreur a pas toujours des milliers d'acquisitions à son actif, mais on répète souvent que c'est intéressant d'aller échanger avec les entrepreneurs qu'on cédait, savoir comment se comporte le repreneur. Avec les fonds, tu as un peu plus souvent de boîtes concernées. Tu es allé échanger avec pas mal de leurs invests. Ouais, en fait, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que une fois que tu as ton un peu top 3 des fonds, en fait, en réalité, tu le fais même avant. Parce qu'en fait, sur les 8 offres, déjà, tu veux te dire, s'il y en a qui a une super réputation, qui est un peu en dessous de la valo, peut-être tu vas vouloir le garder, tu vois. Ouais. Donc, assez vite, tu appelles les rêves, les boîtes du portefeuille. Et comme moi, j'ai un gros réseau, en plus, c'est l'avantage, je peux les appeler, aller prendre un café, et ils te disent. Ils te disent. Après, encore une fois, le jeu des fonds et des entrepreneurs, voilà, il peut toujours y avoir des moments un peu plus tendus que d'autres. Quand tu négocies un pacte, par exemple, c'est normal que ça se tende un peu, mais il faut être à l'aise de vivre avec ça. Sur quoi ça se tend? Et je t'embête une dernière fois pour voir si on a d'autres anecdotes, tu vois, mais très, très précises. Ouais, alors je me rappelle. Attends, comment ça s'appelle ces clauses? C'est des clauses où tu dois leur demander, j'ai oublié, mais c'est des clauses t'en as une dizaine, mais en gros, c'est des clauses sur lesquelles tu dois demander l'accord au fond et ils ont un droit de regard. J'ai oublié le nom exact de la clause. Sur des investissements, sur des choix stratégiques. Ouais, en gros, tu listes une liste, c'est les conditions préalables. Ça s'appelle conditions préalables. Je crois, pas sûr, mais en gros. Conditions suspensives, peut-être? Non, c'est pas conditions suspensives non plus. Non, je crois que c'est les conditions préalables où en gros, tu leur le demander. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, si je veux ouvrir une entité juridique dans le groupe, moi, je dois leur demander, tu vois. Et en fait, il y a d'autres conditions préalables, comme par exemple, si je veux augmenter mon salaire, parce que sinon, tu vois, tu passes de 100 000 à, j'en sais 1 million de salaire, et donc tu te mets d'accord avec eux pour valider certaines choses. Donc, il y en a qui sont entendables. Il y en a qui sont entendables. Et d'autres, c'est... Voilà. Et après, toi, tu vas aller chercher de la flexibilité avec eux. Par exemple, tu vas leur dire, non, mais par contre, je vais pas venir vous voir dès que je dois augmenter le salaire de quelqu'un. C'est chiant, tu vois. Donc, en gros, tu vas fixer des règles, par exemple. Dès que tu veux recruter un salaire à plus de 100 000 euros, là, tu valides avec eux. Donc, tu as un certain nombre de conditions préalables. Et c'est ça, en général, que tu négocies le plus. C'est un petit peu ce que tu peux faire sans eux ou pas. Parce que, surtout que moi, je suis majoritaire. Donc, vu que je suis majoritaire, alors tiens, un truc qui peut intéresser, ça c'est pour ton podcast Cash Out, tu peux être majoritaire, mais n'avoir aucun droit dans ta boîte. Et ça, c'est un problème. Et ça, il faut le retenir. Par exemple, moi, j'étais un débutant quand j'avais signé mon pacte avec Momentum à l'époque, et je crois que j'étais minoritaire, j'avais pas fait gaffe, j'avais signé parce que j'avais suivi les conseils de Pierre Le Tanner qui m'a dit ne regarde pas. Il est malin. Bien joué. Mais sur les droits de vote, du coup, c'est ça? Sur les droits de vote, ouais. Et donc ça, pareil, il faut être super vigilant parce qu'en fait, ça veut rien dire majorité-minorité. Tu peux être minoritaire et avoir tous les droits de vote et être décisionnaire dans la boîte.
Donc, en tout cas... Mais pas pour ton profit, du coup. Voilà. Non, mais tu vois, si t'es minoritaire et que t'as tous les droits de vote, t'es bien en tant qu'entrepreneur. Donc ça se négocie. Donc voilà, il y a un petit jeu. Faut trouver le bon équilibre. Simon, tu voulais... Yes, t'as mis le doigt sur quelque chose un peu plus tôt, sur la confidentialité, le fait que les fonds parlent entre eux. Mais comment tu vis? T'as l'air assez serein pour vivre chaque étape de ta vie d'entrepreneur, mais t'as besoin quand même peut-être un peu de parler de ce qui se passe. C'est ce que t'as fait avec potentiellement peut-être un analyste. Et tu peux pas trop en parler aussi avec tes salariés parce qu'ils doivent peut-être pas être au courant du deal. Donc comment tu fais pour gérer cette partie-là pendant le process? La partie communication? Oui, enfin, comment tu vis la chose, partager ça avec le d'autres, partager, avec un autre entrepreneur, avec peut-être ton management. T'es conflicté entre, il faut que ça reste confidentiel, mais en même temps, t'es un humain, donc il faut que tu parles peut-être de cet événement pour... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, c'est le problème que je viens de souligner là. C'est qu'en fait, t'as envie d'en parler, et en même temps, dès que t'en parles à quelqu'un, toute la terre entière est au courant. Donc faut trouver un équilibre. À la fin, tu finis toujours par parler à quelqu'un, parce qu'en fait, tu passes tes journées au téléphone aussi, parce que tu peux plus non plus ne plus rien dire. Ça serait bizarre aussi. Et puis tu prends pas les meilleures décisions quand tu t'as pas des sparring partners. Donc à la fin, tout le monde en parle et tout le monde le sait. Ça finit comme ça dans tous les process. C'est ça la réponse. Parce qu'en fait, sinon dès que quelqu'un t'appelle, ah non, ça je peux pas te le dire. Ah ouais, non, ça je peux peut-être te répondre, mais qu'à moitié. Ah non, et du coup en fait tu deviens un mec un peu relou. C'est même plus que t'as dit à qui. Ouais, c'est plus que tu. Et donc à la fin tu finis par parler à quelqu'un qui finit par parler à quelqu'un d'autre, et donc tout le monde est au courant. Mais tu te fais un petit milieu, mais ils le savent, hein, les fonds ils t'en parlent aussi, ils savent, tout le monde s'appelle. D'ailleurs les fonds s'appellent entre eux aussi, hein, pour même prendre des cafés ensemble. C'est-à-dire qu'en gros tu peux être dans un process où il reste 3 fonds, et genre les 3 fonds vont se faire un déj, tu vois, enfin ça va assez loin comme truc. C'est marrant, c'est un petit monde, le monde du private equity en France. Plus largement, tu te fais accompagner de coachs, etc. pour aussi pour te challenger toi-même. Non, rien. Non, parce que t'as pas de co-founder avec qui vous partagez les décisions, etc. C'est seul. Moi, j'écoute ma petite voix intérieure, mon intuition. J'écoute toujours mon intuition et j'ai appris à l'écouter vu que je suis solo founder. Dès que j'avais une problématique dans ma boîte que je devais résoudre, vu que j'avais personne à qui en parler, je me challengeais moi-même. Et en fait, c'est comme un muscle, l'intuition. Si tu fais appel à ton intuition qu'une fois tous les 3 ans, par exemple, tu vas peut-être avoir une faible intuition. Si par exemple, tu as 10 problèmes par jour et tu vas faire appel à ton intuition 10 fois par jour, tu vas être le bodybuilder de l'intuition. T'es très musclé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des fois où ton intuition t'a joué des tours, ou des fois où tu ne l'as pas suivi, et où pareil, ça t'a joué des tours? Alors, ce qu'il faut faire gaffe avec l'intuition, c'est que si tu lui fais trop confiance aussi, à un moment donné, il faut faire gaffe de pas tomber dans le piège de dès que tu as une intuition, tu la suis aussi, tu vois. Mais globalement... Faut appuyer ça, un peu de data. Ouais, mais si tu mets le bon équilibre, globalement, j'aurais tendance à dire que non, t'es jamais déçu avec l'intuition quand même. Si tu sais t'écouter, c'est mon hack personnel. Et c'est pas le seul entrepreneur avec ça. Beaucoup parfois se sont dit, j'aurais dû écouter mon intuition. Ça m'étonne pas, ça. Je propose de passer à la suite, le moment où l'entrepreneur n'est plus à la tête de sa boîte. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Je sais pas. Faut jamais dire jamais. Mais faut jamais dire jamais, c'est très bien dit. Mais on peut dire place à Daniel Balavoine, tous les cris, les SOS. Je me rappelais pas que ça démarrait comme ça. J'aime beaucoup Daniel Balavoine. Je me rappelais pas que ça démarrait si lentement. Ouais, c'est un peu lent, ouais, t'as raison. Pour un podcast, c'est pas l'idéal, hein. J'aurais dû prendre des trucs plus... On peut parler. Je crois que le début, ça fait 10 minutes, et puis après, ça se lance. Ouais. Bon, en tout cas, c'est a priori pas l'idée pour le moment de partir dans une autre aventure entrepreneuriale. Ça arrivera peut-être. C'est pour ça que j'ai mis tous les cris des SOS. Si je quitte ma boîte, ce sera un gros SOS pour moi, je pense. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit
Elle met un peu de temps à partir. Ah, mais cette Je la voix. laisse partir par contre. Hein. Ouais, On n'a bien pas fait sûr. tout ça pour. Non, non, t'inquiète. Prêt? Difficile d'appeler au secours. Pas encore. Pas encore. Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit Putain, le refrain, c'est Qui m'entoure. c'est un peu long. comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse Alors, on le fait monter. que j'envoie. T'es prêt? C'est toujours pas là? Tous les cris des SOS. partent dans les airs, dont le laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tu vois, ma playlist en vacances, elle est variée. Non, mais ça, c'est une chanson de finale de Star Academy, ça. Ouais, c'est vrai. Mais ton final à toi, en tout cas, qu'Eskimos, tu le vois pas? Pas tout de suite. Je le vois pas tout de suite. Non, c'est vrai que là, j'ai du mal à l'imaginer. Et puis, l'ambition, elle vient aussi en mangeant. Donc, l'ambition, elle se nourrit d'elle-même. Plus t'avances, plus ton ambition grossit aussi. Moi, je me rappelle au début, avec Eskimos, faut le savoir, je voulais gagner 2000 € par mois. Hein. Donc là, on en est déjà loin. Et l'avantage aussi à certaines étapes, c'est qu'une fois que tu te dis que tu as déjà tout gagné, en fait, moi, quand j'ai investi 2000 € dans Eskimos, je m'attendais pas du tout à être aussi gros un jour. Donc, vu que là, je pars du principe que j'ai déjà tout gagné, chaque nouvelle étape est que du bonus, tu vois. Donc, c'est que du plaisir. Et vu que je suis dans le plaisir, je me vois bien continuer comme Pourquoi ça. arrêter le jusqu'au bout. plaisir? Ouais, ouais. Pourquoi arrêter le plaisir, en fait Alors, il y a un mec qui s'appelait Serge Kampf, qui était le patron de Capgemini, je crois, et qui avait dit je veux mourir à la tête d'un des plus gros groupes d'un des Big Four du conseil. Ce qu'il a réussi à faire, c'était son... Et c'est Nicolas Dufourcq, le patron de l'AVP, qui m'avait parlé Ouais. de lui. Et j'avoue qu'il est assez inspirant comme gars, parce que pareil, boîte un peu bootstrap, etc. T'aurais presque pu nous mettre Dalida, je veux mourir sur scène, quoi. Pas mal, ouais. Après, là, ça aurait vraiment beaucoup varié le... Mais tiens, je voulais te poser une petite question, tiens, parce que j'ai mon podcast aussi. Est-ce que tu as eu d'autres playlists variées comme ça Alors, on en a pas mal de variés. Il y en a où il y a des quand- gens qui restent plutôt, genre, tu vois, ils écoutent du rock, ils mettent que du rock. Eh ben, tu vois, Ah. Victor Vacrenier, heavy metal. Non, on en a pas mal, mais globalement, les entrepreneurs étant assez curieux quand même d'une manière très générale. Tu le ressens aussi dans les playlists. Et j'invite pour celles et ceux qui en ont marre d'entendre parler des entrepreneurs, mais qui les aiment quand même suffisamment pour vouloir juste écouter leur playlist Cash Out. C'est sur Spotify et Deezer, on a fait la playlist. Super. En tout cas, c'est génial ce concept d'écouter de la musique en même temps. Bah, Très bon moment. ça nous met dans une ambiance, et en l'occurrence un peu dans la vôtre. Mais tu sais que j'ai pas fait exprès, à un moment donné, tu mettais une musique, une de mes musiques préférées, je crois, des Daft Punk, et j'ai commencé à parler de moi plus jeune et tout. Exactement. Et je me suis dit, putain, il m'a eu, parce que je parle jamais de moi, tu vois, je suis plutôt pudique sur ça. C'est en le fait, vu que dans psychologue le plus l'émotionnel- connu, Thomas. Ouais, il t'active une zone du cerveau, c'est un hack. C'est la psy des entrepreneurs. C'est ça. Et comme t'as pas de coach, je me dis qu'à un moment, si t'as besoin de parler, et on peut Ouais. enlever les micros pour que tu parles off et que la terre entière n'entende pas et ne parle pas. Thérapie par musique, tiens, ça existe peut-être, ça. Ça existe, bien sûr. Bah, on parlera après de plein de choses passionnantes. Si on reste dans la vie un peu à côté de la boîte, il y a le fond. T'en as parlé tout à l'heure. Pareil, là, c'est une manière d'avoir un impact sur un écosystème qui demain va te servir aussi. Est-ce que c'est complètement désintéressé de tes sujets? Je veux bien que tu nous parles la thèse d'investissement de ton fonds. Et alors Bien je sûr. l'ai un peu dit en introduction, mais pourquoi tu l'as fait? Moi, mon objectif, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais, et c'est en prenant du plaisir que dans ce que je fais que je suis bon.
D'ailleurs, il y avait comment il s'appelle, le nageur qui avait Léon Marchand, qui avait gagné les médailles d'or. Le nageur qui est quoi? Ouais, je parlais de celui qui a gagné le nageur. Ouais, le nageur. Ouais. Et en fait, dans une interview, on lui demandait mais comment tu fais pour exceller? Et je l'ai vu chez pas mal de sportifs. En fait, ils introduisent la notion de plaisir dans la performance. Et en fait, quand le nageur il prend plaisir pendant qu'il est en train de nager, il a potentiellement plus de chances de performer que quelqu'un qui est pas dans le plaisir. Mais d'où l'impact d'un public, même à Roland-Garros pour les Français qui te galvanisent. Et je pense que la notion de plaisir est importante. Et alors, comme je te le disais, moi, j'ai toujours été geek, j'aime beaucoup la technologie. Et donc, ce fonds-là, pour moi, c'est une possibilité de m'associer dans des projets technologiques qui me plaisent. Ça peut être de la deep tech, de l'IA, même de la biotech. C'est des sujets qui me passionnent et du coup, ça me permet d'en faire partie d'une certaine manière intellectuellement. Si j'ai lancé ce fonds, c'est aussi parce que le marketing, c'est un peu la dernière roue du carrosse chez les VC. Il y a une stat de la BPI qui dit que 80% des startups ne considèrent pas le marketing comme une priorité stratégique. Donc, tu as 4 boîtes sur 5. Or, en 2025, avec l'intelligence artificielle, le no-code, en fait, tu vas pouvoir cliquer sur un bouton pour créer un site internet. Donc, la barrière technologique a vocation à baisser. Et qu'est-ce qui va rester derrière si tout le monde est capable d'avoir la même technologie? Le branding et le marketing. C'est-à-dire ton expérience client, à quel point tu es attaché à une marque, tu vois. Donc, du coup, demain, tu vas avoir plein de solutions IA qui pourront, d'ailleurs, qui seront souvent des fine-tuning, par exemple, de OpenAI ou j'en sais rien. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que tu choisiras une solution plutôt qu'une autre? C'est parce qu'ils t'auront touché en termes de marketing. Et donc, 199, c'est créé de ce constat-là, injecter du marketing dans les startups et aussi apporter une transparence totale dans un marché qui est particulièrement opaque parce que dans le monde des VC, tout le monde communique sur les multiples, qu'on appelle les multiples papiers, des multiples théoriques. Or, est-ce que tu savais que 90% je pense des que VC... je vais pas savoir. Attends, j'ai une bonne punchline, ça peut faire un bon Reels. 80%... Attends, je la refais. Ouais 90% des VC perdent de l'argent en France parce qu'ils ne communiquent uniquement que sur les valeurs papier. Or, il y a une notion qui s'appelle le DPI. C'est combien d'argent tu as cristallisé, c'est-à-dire combien de liquidités tu as fait sur tes investissements. Et comme les liquidités sont sur 10, parfois 15 ans, on a du mal à voir, mais tu as beaucoup de fonds très prestigieux que je ne vais pas nommer, qui n'ont jamais gagné un seul euro en DPI. Et donc, l'opacité par rapport à ce marché-là, moi, j'aimerais bien apporter de la transparence. Et donc, du coup, aujourd'hui... Et pouvoir assumer peut-être quand tu vas planter de l'argent. Ah ouais, moi, j'ai pas de problème à perdre. Je perdrai, mais au moins, tout le monde le verra. Et donc, du coup, sur 199.vc, du coup, les gens peuvent se connecter. Tu peux suivre en temps réel tous ces indicateurs de performance. Donc, les montants investis par boîte, la valeur théorique du portefeuille et le PNL, donc le DPI, à quel point j'ai gagné de l'argent vraiment en cash. Tu réévalues pas tous les jours non plus la valeur des boîtes. Non, c'est au moment de chaque événement. Ouais, c'est ça. À chaque pesée ou chaque... Ok. Et donc ça, c'est sympa aussi parce que du coup, c'est innovant. Moi, j'adore l'innovation. Et donc, du coup, tu te connectes sur le site et tu vois quelle est notre performance. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Quelles sont les boîtes qu'on accompagne? Et voilà, injecter du marketing dans les startups. Un mot sur les LPs, c'est que toi C'est que moi dans ce fonds-là. Ok. Donc j'ai pas de LPs. Donc là, je suis tranquille aussi. Je fais ce que je veux. Si je veux ne pas investir, l'argent, c'est le tien. Si je le perds, par contre, c'est le mien. Ouais. Mais c'est bien de. Mais par contre, c'est important parce que quand je te disais que les VC ne gagnaient pas d'argent, attention, les VC, c'est des LPs qui ont investi dans ces VC-là. Donc quand je disais que les VC ne gagnaient pas d'argent, t'as des investisseurs perso, donc des LPs, par exemple comme moi, qui investissent dans ces fonds-là et qui perdent de l'argent du coup. Simon, tu voulais. T'as devancé ma question. Je voulais savoir si c'était tu voulais donner du sens. L'argent sert à donner du sens. C'est un exemple typique. Tu le réutilises pour créer ton propre fonds. Exactement. Comme tu as créé ton propre média. Je voulais créer de l'impact. Donc le fait d'avoir gagné de l'argent m'a permis de créer un fonds. Si j'avais pas gagné cet argent-là, j'aurais pas pu créer de fonds et j'aurais pas pu investir dans des startups dans lesquelles je crois et du coup donner de la force, tu vois, à des jeunes talentueux. Et donner de la force à des jeunes talentueux, ça me procure de l'énergie et du plaisir. Donc, tu vois, dans la boucle, si j'avais pas gagné de l'argent, je n'aurais pas la possibilité de me procurer du plaisir au quotidien aujourd'hui. Donc, gagner de l'argent, ça va servir d'autres choses. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, honnêtement, je crois pas que ça procure vraiment de l'argent aux gens. C'est pour, je sais pas, te payer des belles vacances, c'est pour créer des expériences. Du coup, ça va être peut-être un modèle différent, puisque si t'as pas de LPs, il y a que toi dans le fond, t'as pas des durées... Parce que les fonds de private equity ont des durées de 10 ans. Ouais, du coup, sont impactés. Je peux même réinvestir autant que je veux. Je peux demander à sortir en cours de route à l'entrepreneur. Je peux l'aider aussi. Comme j'ai un gros réseau, moi, j'envoie à tous mes amis entrepreneurs les deals que je fais
vu que je les ai screenés et j'ai fait une due deal sur chaque projet. J'ai recruté un gars qui s'appelle Gauthier qui gère tous les investissements. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, qui screen les dossiers. Et donc, du coup, là, tu vois, on a fait, je crois, 3 dossiers sur 400 dossiers reçus. Et donc, du coup, je les envoie gratuitement à mon réseau. Ils décident d'investir ou non, mais il n'y a pas de carré dessus. Et ça passe pas non, par toi, c'est en fait. C'est gratuit pour eux, et ça passe pas par moi. Tu nous mets dans le... Je bypass un peu les fonds. Tu nous le mets dans le groupe WhatsApp? Avec grand plaisir. J'ai un CRM, il suffit de me donner ton email et je te mets dessus, ça me fait plaisir. Fais pas genre t'as pas mon email. Si, je l'ai déjà en plus, mais je vais pas le mettre contre ton gré non plus. Non, mais voilà, t'as l'autorisation. Mais en tout cas, ouais, l'argent, c'est l'impact, encore une fois, c'est générer des expériences, des aventures. Ça n'a aucun sens de gagner de l'argent pour gagner de l'argent et le laisser sur son compte et puis le fructifier. Pareil, tu vois, moi, je suis un très mauvais gestionnaire. Pour le coup, ça va faire sourire Simon. Mais en fait, moi, mon objectif de gagner de l'argent, c'est pour avoir de l'impact, etc. Mais souvent, tu vois, sur les produits financiers, c'est pas des trucs que je regarde, tu vois, tiens, je pourrais placer ça avec 1% de plus, etc. Parce que ça me procure pas de plaisir de gagner un peu plus d'argent, tu vois. Je préfère financer une start-up ou qui a du sens, en tout cas, où je vais avoir de l'impact. Donc aujourd'hui, tu places sur aucun produit financier ou non. presque. Non, je place très peu mon argent. Ouais. Simon verse une petite larme. Non, mais tu l'investis, mais dans Bien des sûr. choses, dans ton fonds, dans mon fonds, parle, dans mon en fait, média. ouais. Je finance mon média aujourd'hui, Little Big Things, donc j'investis, tu vois. Tu sais ce que c'est mieux que personne, ça coûte cher le matos et les montages, etc. Donc tout ça me coûte de l'argent et c'est en ça que je suis content d'en avoir gagné, tu vois. Mais sinon, encore une fois, au bout d'un moment, l'argent, c'est l'impact pour moi. Tu peux nous parler de 2-3, il y en a 3, donc c'est pas comme quand ça rallonge, mais les boîtes dans lesquelles tu as investi aujourd'hui, avec le fonds? Ouais, alors on en a fait une qui s'appelle Spyco, qui permet de placer son argent, en fait, et d'être rémunéré au quotidien dessus. Donc par rapport à une boîte où tu devrais faire un placement à terme où il va te la bloquer par exemple 3 mois, lui il te fait le même taux mais au quotidien, donc tu peux avoir ton argent disponible, quoi. Donc ça c'est pratique, c'est une fintech. J'ai fait Sterling. Sterling, en fait, c'est une société qui te fait du portage salarial pour les chauffeurs VTC. En fait, les chauffeurs VTC aujourd'hui, ils avaient pas de droit. Ils avaient aucun droit. Ouais. Donc ils travaillent un peu en mode, voilà, ils gagnent de l'argent, mais ils ont pas de mutuelle, enfin j'en sais, ils ont pas de cadre légal, quoi. Donc le portage salarial, pas, etc. c'est un cadre. Donc on met le portage salarial. Sterling met en place du portage salarial pour eux. Et ensuite, donc du coup ils sont sécurisés. Par exemple, s'ils tombent malades, une semaine, tu vois, ils vont être rémunérés pendant cette semaine-là où ils travaillent pas. Ils vont avoir un vrai cadre, tu vois. Ça va être moins en mode mercenaire. Je vois très bien le modèle de portage salarial, du coup, appliqué aux chauffeurs VTC. C'est-à-dire que les clients, c'est les Uber, c'est les... Pardon, je les ai plus tous en tête. Ouais, Uber, t'as quoi? Moi aussi, je les ai pas. Bolt, ONEX40. Bolt, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ceux qui se positionnent VTC, banlieue. Je vois très bien. Merde, pardon pour les gros mots. Mais c'est dommage, c'est une petite pépite française. Bon. Ils sont aussi en Afrique du Nord. Itch. J'ai crié comme si je me réveillais au milieu de la nuit avec... Itch. Non, ça a été tumultueux en plus. C'est une belle inspiration parce que tu sens que ça a été compliqué. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et alors la troisième, attends, je finis parce que ça se fait pas sinon pour la troisième. C'est une boîte qui s'appelle Lucie.life. Et en fait, qui te font du suivi médicalisé. Donc en gros, enfin médicalisé, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en gros, ils t'emmènent faire une prise de sang au labo. Ta prise de sang, ensuite, elle est stockée dans une base de données chez eux et tu te connectes avec une super interface et tu suis tes métriques de santé pour suivre ta santé, en fait. Par exemple, tu vas suivre ton taux de cholestérol, etc. Et eux vont te faire de la recommandation, notamment avec de l'IA, etc., pour voir si tu as ce qu'on appelle des signatures, pour voir en avance, pour faire un peu de médecine préventive sur des choses qui pourraient se développer. Il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent là-dessus, c'est passionnant. C'est passionnant. À Vivatech, on a vu une entrepreneur, elle a réussi à faire homologuer ça par le corps médical. Tu parles dans son app et juste avec ta voix, ton souffle, etc., elle est capable de dire si tu fais du diabète, de l'hypertension, si tu as des risques de dépression. C'est fabuleux. Non, la médecine, moi je dis toujours, l'IA, la médecine, c'est le secteur qui va être le plus bouleversé par l'IA, où on va avoir le plus d'accélération
et le plus d'innovation, et tant mieux. Parce que moi, j'ai vu une technologie, c'était sur le cancer du sein. Ouais. En gros, tu fais un scanner et le médecin, concrètement, c'est difficile de voir. Là, tu passes le scanner dans l'IA, il te détecte instantanément s'il y a un micro-truc pour un cancer du sein. Et on sait que le cancer du sein, si tu le détectes plus vite, tu guéris. Donc, la médecine préventive, en fait, c'est un peu le futur de la médecine, d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que tu peux guérir. Et quand tout le monde galère à prendre des rendez-vous, en plus, même à Paris, même à Lyon, même à Marseille. D'ailleurs, Alan est sur ce créneau-là, Alan sur la médecine préventive, vivre bien jusqu'à 100 ans. Vivre mieux jusqu'à 100 ans, je crois. C'est une belle promesse. Alors nous, on aurait bien passé 100 ans, mais t'as un peu de boulot et on pouvait pas se quitter sans ta musique de conclusion. J'ai oublié la dernière que je t'avais donnée, tiens. Il te teste. Laurie. Non. Je peux être lourd aussi. Ah putain, non. Ah, pas mal, tu vois. Bah, j'aime, non. Faut mettre un peu plus fort ou pas? C'est pas celle que je t'avais donnée. Tu me laisserais comme la mienne ou pas après? Bien sûr. Ouais. Ah, on l'a eu, on a fini par l'avoir. Avec les micros roses, ça passe bien. On aurait pu te mettre aussi Positive Attitude, je crois. Positive Attitude, ouais. Je m'y connaissais pas assez, c'était la seule que je connaissais de Laurie. Je sais pas d'où ça vous est venu, hein, Laurie. Pour les gens qui nous écoutent, non? Pas, je cherchais un truc. Il y en a pas un qui a un storytelling derrière ça. C'est juste qu'on est perché. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma sœur. Vous foutez pas de sa gueule. Donc il y a pas d'histoire derrière. Non, aucune. Mais il y a peut-être une histoire sur cette dernière musique que tu as choisie. C'est celle avec laquelle on se quitte toujours dans Cash Out, celle sur laquelle on aurait, quand on le fait, célébrer le deal. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais pas à quel point tu célèbres vraiment, mais tu as choisi 1995 and Me. Pourquoi? J'aime bien cette musique et tu me demandais une musique festive. Je trouvais que ça tombait plutôt bien. Et je trouve qu'effectivement, on ne célèbre pas, on ne fête pas assez les bons événements. Mais on m'a éduqué à faire ça et même avec cette éducation, on me l'a appris plus jeune. Malgré ça. On oublie parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et pourtant, c'est important de savoir célébrer les victoires. Donc, fais-moi plaisir. Tu célèbres la prochaine ouverture en Europe ou à l'international? J'y arriverai pas. Le milliard? J'y arriverai pas parce que je passe à l'étape d'après en fait. J'ai un nouveau projet instantanément. La présidence de la République, la présidence du monde, mais non, de la le président, galaxie. je suis sûr qu'il célèbre même pas le président. Il est tellement stressé de le nombre de sujets qui lui arrivent sur la table. Tiens, tu penses que le président de la République célèbre ou pas? À part le jour des votes, après, t'as plus beaucoup de. Ouais, peut-être le jour des votes. L'occasion de le fêter. Donc on part avec ce son. Un immense merci à toi, Andrea. Merci à vous. Quant à vous, je veux bien aussi vos retours, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, sur ce petit pas de côté autour du LBO. On a prévu de pouvoir en faire d'autres, mais c'est aussi vous qui votez, c'est vous nos électeurs, donc hâte d'avoir vos retours. Merci encore, Andrea. Merci à toi. On finit en musique. Merci Andrea. Simon. Merci Thomas.